Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus comme tous les jours, je vais dire comme tous les samedis, de 10h à 12h sur notre émission Migration. Comme j'ai l'habitude de le dire effectivement, Migration c'est effectivement cet espace de débat. Cet espace de débat qui veut à un moment donné qu'on s'assoie pour disséquer toutes les spécificités de la migration au Maroc. Aujourd'hui, nous allons traiter, nous avons un invité sur notre plateau, c'est monsieur Justin Nguem. Justin Nguem qui est le trésorier du Conseil des migrants. Bonjour monsieur Justin. Bonjour monsieur Fondama. Soyez le bienvenu sur Migration. Merci. Bon voilà, en fait, comme il est de coutume sur Migration, nous avons un principe. Le principe veut que nous rediffusions effectivement le dernier... que nous rediffusions effectivement un titre direct qui a été lancé dans la semaine, et puis juste après le titre direct nous revenons avec notre invité donc qui va nous donner son avis sur le titre direct, et naturellement on va lancer ici les débats. Il faut rappeler que sur Migration effectivement c'est une émission d'échange, c'est une émission d'interaction, c'est une émission effectivement au cours de laquelle et pendant laquelle les auditeurs peuvent intervenir. Pour le cas d'aujourd'hui, nous avons un petit souci avec notre ligne téléphonique. Aussitôt, effectivement, qu'elle sera rétablie, nous allons pouvoir recommencer à avoir du direct en téléphone. Mais seulement, en attendant, effectivement, vous pouvez écrire soit sur la page Chourouk, dans lequel effectivement Migration est produite, T-Direct est produit, soit sur la page Franklin Amamanga, ma page personnelle, ou encore simplement sur la page Migration. Vous pouvez envoyer vos suggestions, vous pouvez envoyer vos questions. Bon, voilà, chers auditeurs, sans plus attendre, on va écouter le T-Direct. Et c'est tir direct. Bonjour chers auditeurs, soyez effectivement les bienvenus comme chaque jour à partir de 9h30. À 9h30 effectivement c'est l'heure des titres directs. Aujourd'hui nous allons traiter la question douloureuse de la douloureuse transition dans le Conseil des migrants, une manœuvre des parents associatifs, les gourous. Chers auditeurs, chers auditrices, je ne vous demande pas de m'aimer car je me sais déjà très mal aimé. Je vous demande seulement de souffrir, de m'écouter. Le temps de cette diatribe, car c'est en passant l'or au feu qui prend toute sa valeur, et pour le cas d'espèce, je suis l'orfèvre et vous êtes la matière. La politique de gestion et de contrôle d'un certain nombre de gourous associatifs exercés sur le Conseil des migrants agite un alibi de droit en faveur des actuels responsables. En l'occurrence, le président sortant de cette illustre association des migrants, le Conseil des migrants, qui, de droit, revendiquant avec raison le titre de la toute première association subsaharienne au Maroc, ayant par ailleurs récemment fêté ses 10 ans, procédait samedi dernier au renouvellement de son bureau. Malheureusement, un fait reste d'actualité, quand bien même ceci apparaît comme un gros caillou dans la chaussure du monde associatif au Maroc. En effet, samedi dernier, un événement hors du commun faisait l'actualité dans une salle d'études de la Fondation Auréa Occident, utilisée pour la circonstance comme bureau électoral, quant à une alternance au sein du Conseil des migrants, qui voyait là un bureau sortant dirigé par M. Constantin Banda aux abois. La raison est simple, de nombreuses fraudes et irrégularités ont entaché la gestion de son mandat, soi-disant, mais pourtant aujourd'hui, plus que jamais, une équipe d'acteurs, tous ayant la spécialité d'être de la même écurie, les militants BCFS, c'est-à-dire biberon, câlin, fessé, soumission. Nous allons commencer par traiter la question du biberon. Comme des bébés, on verra les soi-disant leaders associatifs se rendre auprès de ces associations pour recevoir leur ration alimentaire quotidienne, mais seulement, avant d'avaler un morceau de pain, on va cracher tous les secrets des autres leaders indépendants, les insoumis. On va donner des infos du jour. L'actualité dans les associations qu'on ne contrôle toujours pas, on va gagner son repas, son lait de croissance en croissant comme un corbeau. Du câlin. Quand après le repas durement gagné, l'heure vient de se séparer, le gourou, le maître à penser, dit au revoir à son fiston. Des conseils et des stratégies de déstabilisation de la plateforme des migrants, par exemple, créer plusieurs profils Facebook pour la division de ces données. Des méthodes de manipulation des âmes faibles pour scander des énormités sont peaufinées. Bref, le câlin amer est lourdement porté pour eux un fardeau, boulet de contrôle mental qui traînera le dit militant jusqu'à exécution. De toutes les façons, à défaut, on reçoit une fessée. De la fessée.
Une privation du repas peut effectivement voir le jour, être appliquée, alors on croisera certains militants nerveux, les nerfs à fleur de peau. En fait, comme un enfant à qui on venait de donner une fessée, il boude. Mais la fin est bien connue, il finira par aller se soumettre à son maître contre qui il ne peut se permettre de se rebeller. C'est lui qui va lui ouvrir les portes de l'Europe, le Mbeng, le Boza. Bref, là, c'est une affaire sérieuse. Pour cela, une petite soumission, c'est rien du tout. De la soumission. Pour se soumettre et regagner la confiance de son maître, il faut prendre la mesure de la chance qu'on a. On a été coopté pour faire partie de la commission nationale de recours. Ce n'est pas rien, ça. On est déjà sorti plusieurs fois pour la Turquie, l'Espagne, le Liban, la France et peu de chance. Avec un peu de chance, on ira peut-être aux États-Unis, comme Marcel Amieto, en oubliant que Marcel Amieto, c'est le département d'État américain qui l'a soutenu pourtant, pas comparable à ce manœuvreur d'humains, ouvrier ténébreux et gourou sans foi ni loi, qui désigne la stratégie nationale d'immigration et d'asile au profit d'une vision tronquée de la réalité. De l'écurie ici, une chose, un fait doit devenir une réalité immuable, c'est une fraternité. On y rentre, on la ferme, c'est le code. C'est donc d'ailleurs pourquoi samedi dernier, un comité de soutien du bureau sortant, non, plutôt du président sortant fortement incarné par des membres de l'écurie secrète et fétiche, n'hésiteront pas à violer les lois de l'association qui, au départ, donnait d'office le nombre de personnes votantes pour voir des sujets ajoutés afin de basculer la majorité à la faveur de leur poulain. Mais que non. Une tentative de hold-up électoral savamment organisée sera déployée pour laisser place à une révolte spontanée du courageux et vaillant Keïta, communément appelé Kizi, qui pris de rage se dressera comme un vaillant soldat pour mettre un terme à la cabale en déchirant les bulletins de vote et en déclenchant une véritable émeute qui transformera l'élection en un ring de boxe de masse. La force en présence. La première des forces qui d'ailleurs est montante est le clan Serge Nguemou, puriste légaliste reprochant au président sortant de vendre d'invitation pour une mission en Europe, fait grave car incriminant le Conseil comme étant une institution associative, un réseau de trafic des migrants. Parmi les victimes, une membre proche du président aurait été touchée par cette gabégie assortie d'extorsion de fonds. Fait qui devrait simplement pousser le monsieur à démissionner s'il s'avérait vrai et véritable. Mais comme on dit, dans le monde de la mafia nigériane, kill am, nothing no dey happen. Traduction, tuer, s'il le faut, il n'y a rien, nous contrôlons la situation. La deuxième force étant le clan du président sortant, Constantin Banda, bien introduit dans l'écurie secrète, il nie tout en bloc et le remet à l'actif de Camara Lai, qui désormais ne peut pas répondre parce qu'il est aux États-Unis. La bouche pleine de McDonald's et de KFC ne peut parler. Bref, voilà un épisode qui devrait sortir avec son lot de surprises. Une chose reste certaine, les autorités du pays sont désormais au courant parce que ils ont été informés. Alors, regardons, écoutons la suite. C'était T-Direct. Sur ce podium, effectivement, sur notre plateau, nous avons un membre du Conseil des migrants qui, effectivement, est le trésorier du Conseil des migrants. Bonjour, monsieur Justin, encore à nouveau. Rebonjour. Bon voilà, rebonjour, voilà. Et vous avez écouté cet T-Direct. Est-ce que vous pouvez donner votre avis à chaud? D'accord. Moi, je vous remercie déjà pour cette invitation, pour éclaircir certaines choses qui se passent dans le monde associatif aujourd'hui, et en particulier au Conseil des migrants. Voilà. Donc, je pense que ce qui a été dit dans le tir direct n'est que pure vérité, parce que c'est bien les faits qui se sont passés. Voilà. Et je pense que vous-même, étant présent ce jour, vous avez assisté à cela. Voilà. Donc, je ne peux que confirmer cela et réaffirmer vraiment mon désarroi par rapport à ce qui arrive aujourd'hui à notre association, qui est l'association mère. Tout à fait. Des migrants ici au Maroc. Voilà. Ok, très bien. Voilà, je pense que c'est clair qu'aujourd'hui, le Conseil des migrants, qui est donc alors par excellence cette association-là qui, à un moment donné, est la toute première. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'origine du Conseil des migrants, en fait? Voilà, donc déjà, il faut savoir que le Conseil des migrants a été créé en 2005 oui. Par les pères fondateurs dans la forêt. Voilà. Donc, suite à un massacre où des migrants dans la forêt, certains qui se sont réorganisés en disant, voilà, aujourd'hui, nous allons nous organiser en association pour pouvoir défendre nos droits et les droits de tous les migrants oui. Sur le territoire marocain.
C'est comme ça que voit le jour du Conseil des migrants en partenariat, parce que celui qui avait donné cette initiative, c'était le parrain, M. Serge Noël, qui est aujourd'hui qui est le président de SOS Migrants Belgique. Voilà. Donc c'est comme ça que le Conseil des migrants voit le jour. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà à la 10e année du Conseil des migrants existant au Maroc. Voilà. Tout à fait, ok. Donc le Conseil des migrants a 10 ans, mais c'est quand même toute une longue histoire. Ben oui, c'est une très très longue histoire. Franchement. Bon voilà, est-ce qu'à un moment donné, dans le Conseil des migrants, est-ce qu'à un moment donné, dans le Conseil des migrants, effectivement, vous avez été confronté à ce genre de crise dans le passé? Déjà, je rappelle que moi je suis au Conseil des migrants comme membre actif depuis maintenant 4 ans. Oui. Voilà, donc et j'ai eu à occuper jusqu'à aujourd'hui 2 postes parce que dès mon entrée au Conseil des migrants sous le règne de Monsieur Bakayoko, oui, j'ai eu à endosser la charge de charger les affaires communautaires. Donc, je faisais un peu l'accompagnement des malades, des migrants, voilà, vers nos chambres de logement, voilà, d'urgence, voilà. Et c'était un peu ça mon travail, voilà. Et des crises de ce genre, moi, je n'en ai pas assisté vraiment depuis, voilà, ce temps-là. À part celle qui est actuellement, qui est en train de nous diviser, celle qui nous divise, parce que c'est en train de diviser le Conseil des migrants et diviser aussi le monde associatif. Hein. Il faut aussi parce qu'il faut quand même reconnaître que c'est la mère des associations. Ouais, il faut aussi quand même le reconnaître que l'impact que ça peut avoir sur les autres associations est vraiment très importante. Mais comme on dit, il faut être clair dans tout ce que nous faisons et la clarté aujourd'hui, parce que il faut bien rappeler que le Conseil des migrants, il y a de cela 10 ans, 3 ans, 5 ans, n'est pas le Conseil des migrants d'aujourd'hui. Tout à fait, parce qu'il faut quand même reconnaître que le Conseil des migrants, désormais, est en règle. Ça veut dire que c'est une association, effectivement, qui a un statut juridique. Voilà, et c'est une instance aujourd'hui au Maroc. Quand on parle de la migration aujourd'hui, on parle d'abord du Conseil des migrants. Oui. Donc, ce qui veut dire que nous n'avons pas droit à certaines erreurs. Tout à fait. Voilà. Ok, donc parallèlement, effectivement, dans un article de presse qui est paru dans le journal en ligne l'Afrique adulte, on vous a entendu dire effectivement qu'il faudrait rappeler ici que dans l'histoire du Conseil des migrants, la trésorerie n'a jamais été contrôlée par le trésorier. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? Il dit que je parlerai d'abord de moi en tant que trésorier. J'ai énormément contribué, bien que de manière officielle, jamais le poste de trésorier n'a joué réellement son rôle sous le règne des anciens présidents du Conseil des migrants, car de tout temps, la trésorerie au sein du Conseil des migrants a toujours été sous le contrôle des présidents, ignorant frontalement la déontologie associative qui sied à cette fonction. Ah ben ouais, ce n'est que clair, parce que comme moi aujourd'hui je suis trésorier, tous les anciens trésoriers du Conseil des migrants peuvent aussi le confirmer, que c'est un poste qui a été toujours figurant tout à fait dans cette association, parce que la réelle gestion des fonds du Conseil des migrants n'a toujours été, et jusqu'à aujourd'hui, mis à part ce combat que je mène depuis au moins 2 ans, a été toujours géré que par la présidence. Oui. Voilà, la preuve que quand je suis arrivé au Conseil des migrants, voilà, c'était l'ex-président qui était Monsieur Bakayoko, voilà. Bon, qui a fait aussi, ne disons pas aussi trop de mal, mais qui a fait un grand travail aussi sur le Conseil des migrants, a rehaussé aussi le nom du Conseil des migrants. Oui. Ça, je peux quand même le confirmer, mais aussi entaché aussi d'énormes fraudes, si je peux dire. Disons que en termes de gestion quand même, en termes de gestion associative, on avait l'impression que le pouvoir était, en tout cas, disons que en termes en fait, parce que quand même il y a un statut, il y a un règlement intérieur qu'on doit suivre. Et qu'est-ce que le règlement intérieur dit? Peut-être que le règlement intérieur dit effectivement que le président a le droit, à un moment donné, de gérer les fonds de l'association. Non, généralement, le règlement d'ordre intérieur de notre Conseil des migrants, qui a été, disons, modifié à plusieurs fois. Déjà, il faut déjà le savoir. Oui. Voilà, chaque président venant avec sa part de règlement aussi. Oui. Oui, voilà, donc, qui stipule bien ceci, que voilà, la trésorerie est, je vais vous lire l'article, voilà. Le trésorier, il gère les entrées et les sorties des fonds du Conseil des migrants. Voilà.
il présente trimestriellement avec le commissaire aux comptes un bilan des mouvements des fonds du Trésor au bureau exécutif. Il signe conjointement avec le président la sortie de fonds de chèques. Voilà. Alors très bien, effectivement, dans le même article de presse, on dit lors de mon élection, vous dites, je cite, lors de mon élection, ma première démarche était de jurer transparence, honnêteté et clarté quant à la gestion des fonds du Conseil des migrants, même si cela devait me contraindre de faire face au président, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, c'est très clair. Bon, déjà, il faut savoir que moi, je suis très objectif à ce que je dis et d'abord, il faut d'abord savoir que je suis un militant déjà engagé, voilà. Donc, si je dois revenir à la genèse, quand j'ai été élu, ça n'a même pas été déjà une élection très facile pour m'élire à ce poste parce que c'était vraiment le poste le plus difficile parce qu'il y avait en face de moi deux adversaires de taille. Oui, vous pouvez nous parler un peu de cette histoire aussi un peu? Oui. D'accord, je vais revenir parce que il y a de cela 2 ans, l'élection où j'ai été élu trésorier, voilà, j'avais en face de moi l'adversaire Sékou Keïta, qui est l'actuel vice-président juridiquement reconnu, et monsieur Keïta Mohamed, qui est plus communément appelé Kézi. Kézi, oui. Voilà, donc c'était mes 2 adversaires. Il faut savoir que nous sommes allés même jusqu'au 2e tour avec Sékou et là où je lui ai battu sur carte se tape. Voilà, donc et j'ai été élu et j'avais cette période, j'ai eu juste 3 mots d'ordre et que je continue à tenir. J'avais bien dit que lors de mon mandat, je ferai tout pour qu'il y ait de la transparence, la clarté et l'honnêteté. Voilà, très bien. Et aujourd'hui, effectivement, est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de clarté? Est-ce que vous avez l'impression, à un moment donné, que certaines choses ne sont pas à leur place? Justement, si je suis ici aujourd'hui à la radio et si on a eu à faire cette interview, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait, effectivement, dans cet article de presse, oui. Voilà, et si vous avez aussi assisté à l'élection dernièrement, donc tout à fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose réellement qui ne va pas dans la transparence et la clarté de la gestion du Conseil des migrants. Donc je vais rappeler que tout au long de ces 2 ans de mandat, ça a été mon combat farouche contre le président, contre la gestion du Conseil des migrants. Voilà, sur cette affaire de transparence, parce que déjà, parlant déjà d'un statut qu'on avait tous amendé, le bureau exécutif et l'Assemblée générale avaient amendé ce statut. Ce statut n'a jamais été respecté à 100%. Parce que la réelle gestion des fonds du Conseil des migrants n'était que contrôlée par la présidence et la coordination. Voilà, donc la présidence le président qui est effectivement monsieur Constantin et le coordonnateur. Je rectifie, le président sortant parce que son mandat est fini déjà, ça dépasse déjà plus de 6 mois. Oui, depuis plus de 6 mois son mandat est fini. Plus de 6 mois que son mandat est fini. Donc ces fonds étaient donc plus gérés par la présidence et la coordination, sachant que la coordination est un poste qui est réservé généralement aux plus anciens. Tout à fait. Et comme nous savons que dans la migration au Maroc, le plus ancien, actuellement vivant encore au Maroc, c'était monsieur Kamara Laïc, qui est aujourd'hui aux États-Unis. Voilà. Donc, voilà. Oui. Ok, d'accord, très bien. Donc finalement, alors, venons effectivement au fait, en fait. On a tantôt dit l'actualité fait état d'une gestion scandaleuse des biens directs et indirects du Conseil des migrants. Donc il faut rappeler ici officiellement que le président, parce que en situation irrégulière au moment de l'établissement des dossiers, a choisi de mettre le nom d'une autre personne comme président de l'association. Est-ce qu'on peut un peu mieux comprendre cette démarche? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? D'accord. Monsieur Franck, déjà, je vais vous expliquer que quand on parle de transparence, déjà, c'est une non-transparence parce que le bureau exécutif qui a été élu en unanimité en face des partenaires officiels qui étaient ce jour, il y a de cela 2 ans, la Caritas, ATEC, AMDH et plein d'autres qui étaient à cette élection. Voilà, donc le bureau a été élu où on avait un président, un vice-président que vous connaissez très bien, un secrétaire général et la trésorerie, bien entendu. Voilà. Donc, déjà,
il faut comprendre que la mauvaise gestion du Conseil des migrants va de ce fait que, puisque le président, la présidence, pour ne pas dire le président, la présidence qui était gérée par M. Constantin Ibanda, voilà, a choisi délibérément, sans mettre au courant l'Assemblée générale et son bureau exécutif, de changer, de falsifier les textes officiels du Conseil des migrants en mettant le secrétaire général par intérim. Parce qu'il faut bien rappeler qu'au cours de ces deux ans de mandat, on a assisté à trois secrétaires généraux au Conseil des migrants. Pourquoi ? Parce que les autres n'ayant pas pu supporter la gestion du Conseil des migrants ont eu à démissionner. Donc on passait de secrétaire général par intérim. Et de ce fait, nous-mêmes, on l'avait appris, moi personnellement, je l'ai appris avant que je ne fasse mon voyage pour le pays, dernièrement, dans ces temps, au mois de novembre, quand il fallait aller ouvrir un compte de notre association, que j'ai eu à constater que réellement, sur les papiers du Conseil des migrants, notre président élu n'était pas réellement le président élu du Conseil des migrants. Ok, très bien. Mais il faut quand même rappeler à nos auditeurs ici que nous avons effectivement une opportunité unique. Pourquoi ? Parce que Monsieur Constantin, qui est alors le président du Conseil des migrants, a décidé de nous rejoindre sur le plateau. Et donc bonjour Monsieur Constantin. Bonjour, monsieur Franck Naman. Ok, très bien, voilà. On va commencer par vous remercier effectivement d'être venu à partager avec nous, parce que je pense que nos auditeurs, effectivement, à un moment donné, commençaient à croire que, en fait, il y avait un cabale contre le président. Donc, du coup, merci d'avoir effectivement accepté notre invitation. Et nous avons l'opportunité de partager avec vous au sujet, effectivement, de cette actualité qui a enrichi peut-être positivement ou négativement les médias ces derniers jours-ci. Est-ce que vous pouvez nous donner à chaud comme ça votre avis, effectivement, sur cette actualité? Merci beaucoup. Comme tu m'avais contacté hier la nuit, Oui. Je t'avais pas donné ma réponse. Oui. J'avais dit on verra. Tout à fait. Et comme la nuit porte conseil, Oui. je me suis décidé de venir. Oui, merci beaucoup. Pour Merci. éclairer Tout à fait. cette situation. Oui. Merci. Alors, je ne sais pas si... Non, la vie d'abord sur ce qui a été dit, parce qu'effectivement, on a partagé, vous étiez tout à fait contre ce que le titre direct a dit. Alors, objectivement, vous n'êtes pas contre le titre direct, ou bien vous êtes d'accord avec ce que le titre direct a dit? Je veux dire la publication audio qui circule en ligne. Je ne suis pas contre, Oui. mais la publication était basée sur des rumeurs et non sur des faits réels. D'accord, très bien. Pourquoi j'ai accepté de venir pour... D'accord, très bien. Je pense que cela est clair aujourd'hui, effectivement. Le président, Monsieur Constantin, est là. Et aujourd'hui, on va donc alors avoir toute la clarté. Tout ce qui était flou va donc être mis en lumière. Tout ce qui était basé sur les rumeurs vont être éclairées. Donc, merci effectivement d'avoir... Oui. Je demanderais que ce que je dirais soit publié, comme vous l'avez fait pour le mensonge qui a été présenté ici sur place. Il faut parler. Ok, d'accord. Très bien. Moi, je vous rassure déjà que toutes nos émissions sont podcastées, ce qui veut dire qu'ils sont de manière systématique enregistrées. Et donc après, nous pouvons effectivement republier tout ce qui sera dit ici et pour le mettre au grand public si vous voulez. Bon, voilà, très bien. Donc nous étions avec monsieur Justin Nguem, qui est votre trésorier, que vous connaissez bien. Alors, monsieur Justin, nous étions en train de parler effectivement au sujet de la question de l'organisation associative au sein du Conseil des migrants, dans lequel effectivement vous, en tant que trésorier, vous aviez l'impression d'avoir été mis à côté. Ben, ce n'est que vrai, parce que lui-même étant président, il sait que puisque j'étais un farouche, si on peut dire, opposant sur ces activités frauduleuses qu'il faisait, voilà. Voilà, donc j'ai été pendant au moins plus d'un an mis à l'écart des activités du Conseil des migrants. Parce que j'étais considéré comme un rebelle, bien entendu, parce que je voulais la clarté dans certaines choses, voilà, dans certains fonds. Voilà. Bon, en tant que trésorier du Conseil des migrants, il faut déjà savoir que dans une association aujourd'hui,
les personnes majeures ou bien les postes majeurs d'une association, aujourd'hui on connaît, c'est la présidence et généralement la trésorerie. Oui, en fait, Oui, plus ou moins. si on peut ajouter aussi le secrétariat. Général, Voilà. ouais. Mais aujourd'hui, au Conseil des migrants, comme je vous l'ai dit, que ce soit aujourd'hui, que ce soit les anciens présidents, voilà, ces postes-là, surtout du secrétariat et de la trésorerie, n'ont été toujours gérés que par la présidence. Monsieur le Président, vous avez un mot à dire à ceci? Je suis d'abord surpris puisque je ne suis pas venu faire un échange. Oui, de d'accord. paroles, mais je ne voulais pas être dans des polémiques qui sont inutiles. D'accord. Moi, je suis venu répondre à ce qu'on a dit. Outil direct. Ok. Ok, très bien, voilà. Très bien. Donc, Monsieur Justin, bon, de toute façon, je finis avec vous et puis après on vient à Monsieur Constantin. Ok, très bien. Voilà. D'autre part, effectivement, parce que parallèlement, outil direct, effectivement, il y a eu cet article de presse qui est paru dans l'Afrique adulte. Et ça, c'est ce que je voulais effectivement rappeler à Monsieur Constant, parce que quand même, on a eu un ordre qui était clair, c'était de mettre la lumière à cette histoire pour que, à un moment donné, on n'ait pas l'impression que nous sommes en train de dézinguer une personne. Ça, c'est par exemple moi, ce que les recommandations que moi j'ai eues de l'autorité. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on n'ait pas l'impression que nous sommes en train de sacrifier quelqu'un. Donc, du coup, moi, je rappelle ici effectivement que cet espace n'est pas un espace de destruction de personnes ou bien de personnalités. C'est juste un espace d'échange, un espace de partage. Donc, voilà, Monsieur Justin, venant parce que le président effectivement est là pour à un moment donné mettre la lumière et nous allons effectivement y avancer. Alors, vous avez tantôt dit dans l'article à un moment donné qu'il y a donc eu un partenariat avec votre parrain, Monsieur Serge Noël, président de l'association S Racisme de Belgique, un projet qui s'appelait BIGE, et qui finalement a donc alors abouti à un financement, du moins je vais dire à un projet, effectivement qui a été conduit au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Bon, déjà, il faut déjà savoir que c'est un projet de jeunes belges et des jeunes enfants de BIGE du Maroc, du Conseil des migrants, qui a été élaboré, voilà, comme je l'ai dit dans l'article, par l'ancien président, voilà, donc qui était M. Bakayoko, parce que ce projet a commencé avec lui, voilà, bon, mais puisque son mandat était fini, il est parti, voilà, en Europe aujourd'hui, l'actuel président, ou bien le président sortant, a continué ce projet, voilà, en collaboration avec, bien sûr, SOS Migrants de Belgique, à l'instar de M. Serge Noël. Voilà, qui avait pour but de réunir déjà les deux parties, donc des jeunes de Belgique et les jeunes du Maroc, des jeunes migrants, pour un échange, voilà, la situation, voilà, des échanges, des pièces théâtrales et plein d'autres choses. Voilà. Et objectivement, dans le projet, de quoi vous vous plaignez? Voilà. Déjà, il faut déjà savoir que dans ce projet, il y avait eu déjà une très très mauvaise gestion. Et que déjà tous les membres, certains membres se sont plaints de cette mauvaise gestion, y compris moi. Parce que là, il faut savoir que tout au long de ce projet, la trésorerie que je représente n'a jamais été mise au courant des entrées et des sorties des fonds qui étaient octroyés au Conseil des migrants. Et je me rappelle bien qu'à la dernière réunion, quand ce projet a été mis fin, à la dernière réunion, et je pense que cette réunion, c'était à l'ODT, où on était en train de fêter notre statut, parce qu'on venait de l'avoir. Je pense qu'il y a eu vraiment des échanges très houleux entre le président et moi lors de cette réunion, où je demandais les bordereaux, les reçus des fonds qui ont été envoyés pour cette occasion. Il m'a été promis que ça devait arriver. Je n'en ai jamais vu quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Bon, ok. Moi, je pense que pour le président, sur cette question, c'est assez clair. Mais quand même, puisque nous aimerions bien avoir les deux avis, le moment, effectivement, où nous allons arriver sur les questions sur lesquelles le président veut travailler viendra. Et naturellement, je pense qu'il aura effectivement l'opportunité de répondre. Maintenant, vous, de manière objective, une autre activité dans laquelle, effectivement, vous avez estimé que vous avez été mis à côté. Oui, il y a déjà plein d'activités, hein, parce que déjà, il faut savoir que déjà étant trésorier, je dois être normalement au courant de tous les entrées des fonds du Conseil des migrants, entrées-sorties, voilà.
avec être au courant de ces différents partenariats, des signatures ou bien de quoi qui se passe concernant les fonds du Conseil des migrants. Et on sait réellement que le Conseil des migrants a fait entrer des fonds durant ces 2 ans de mandat et je n'ai rien vu. Je n'ai été au courant de rien. Mais justement, voilà, si on part encore... Mais quand même, dans votre article, vous avez dit que l'argent que vous avez reçu, vous avez quand même reçu de l'argent à un moment donné. Déjà, il faut savoir que la gestion du Conseil des migrants est faite comment? Parce que il y a une gestion déjà qui est faite d'abord déjà au sein du Conseil des migrants, c'est-à-dire des cotisations mensuelles des membres. Voilà. Qui est souvent d'une somme que nous avons fixée par le bureau et l'Assemblée générale, que chaque membre devait verser à la caisse pour aider à certaines activités que j'ai bien notifiées dans l'article. Voilà, et aussi les fonds d'adhésion. Donc chaque membre a le droit de s'acquitter de son adhésion chaque année, qui est de 50 dirhams. Voilà, et c'était juste ces fonds que j'avais eu droit. Et je vous le dis, j'ai eu droit à ces fonds parce que je me suis mis vraiment à le chercher, à imposer à l'avoir. Ce n'était pas aussi facile. D'accord, très bien. Voilà. Donc finalement, il y a eu quand même des fonds. Oui. Bon, maintenant, ok, venons donc alors à la grosse question, parce que c'est en fonction de l'article que vous avez écrit effectivement que nous sommes en train de passer après, pour qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de lumière et qu'à un moment donné, le président, on arrive peut-être à la question stratégique que je sais à laquelle il aimerait bien répondre. Ici, nous avons effectivement, concernant l'invitation venant de Calais qui aujourd'hui fait débat avec en prime abord un abus de confiance. Est-ce que vous pouvez nous parler objectivement ce que vous voulez dire sur cette histoire? D'accord. Déjà, il faut déjà comprendre que l'invitation de Calais, déjà, le fond de cette histoire, déjà, je pense que c'est entre le président, le vice-président et la coordination qui peuvent donner le fond de cette histoire réellement. Voilà. Donc, vous n'avez pas le fond de l'histoire. Moi, j'ai juste des détails, mais je vais vous les redonner tout de suite. Parce que là, il faut déjà savoir que ce problème d'invitation, moi, c'est suite à une visite de nos hôtes de Calais, donc de la Caritas Calais, qui était arrivé au Maroc pour voir comment fonctionnait le Conseil des migrants, parce que eux aussi ont entendu parler de nos activités concernant la sensibilisation sur la régularisation des migrants et plein d'autres choses. Donc, ils sont venus aussi nous rendre visite, voilà. Et suite à leur visite, ils étaient vraiment satisfaits. Ils étaient vraiment satisfaits parce qu'ils sont allés à Nador, voilà. Je pense accompagnés du vice-président et je crois de la coordination, voilà. Parce que j'y étais pas. Ils sont rentrés, ils étaient satisfaits. On a eu à faire une table ronde entre membres du Conseil migrant avec eux comme invités. Ils ont posé leurs questions. On a répondu, sachant comment la gestion, comment on se gérait, voilà. Et ils ont été satisfaits. Et après, il est paru utile que, voilà, ils ont demandé aussi une aide de la part du Conseil migrant si nous pouvons leur apporter notre expérience. Parce qu'ils sont aussi confrontés à ce genre de problème à Calais, des migrants. Voilà, et bien après, il paraît que apparemment c'est la coordination qui gérait ce dossier carrément. Voilà, paraît-il il devait avoir des invitations qui devaient arriver pour des membres du Conseil des migrants pour aller représenter le Conseil des migrants face à cette problématique à Calais. Ouais. Mais là vous dites il paraît, vous ne dites pas il y a des invitations qui sont arrivées. Si je dis paraît, c'est parce que moi j'ai pas vu l'invitation. Ah d'accord. J'ai pas vu. Mais nous savions qu'il devait avoir une invitation, des invitations qui devaient arriver. D'accord. Voilà. Donc, ce qui fait que si je vais aller pour dire que un beau matin, un soir, d'où j'ai été appelé, j'étais chez moi, voilà, je dormais, voilà, j'étais appelé dans la nuit par le président pour m'informer. Le président est ici présent. Le président est ici présent. Ouais. Voilà, j'ai été appelé par lui pour m'informer que les invitations étaient venues pour Calais. 2 invitations, carrément. Et que dans ces 2 invitations, que lui, en tant que président, il avait choisi que la communauté camerounaise et la communauté congolaise devaient partir pour représenter le Conseil des migrants. Il a bien dit 2. Voilà, puisque la communauté guinéenne avait déjà effectué beaucoup de voyages en Europe, voilà, donc il fallait aussi donner aussi cette expertise à d'autres nationalités. Parce que il faut comprendre que le Conseil des migrants est une association où il y a différentes nationalités. Et nous avons un quota de nationalités quota de personnes par nationalité au Conseil des migrants.
Voilà, j'ai donné réponse favorable. Je lui ai dit, bon, d'accord, s'il y a vraiment une invitation de suite, en tant qu'ancien et doyen du Conseil migrant et connaissant vraiment la problématique de la migration au Maroc, je suis prêt à m'engager. Mais ne connaissant pas les détails, réellement, il faut le savoir. Le président m'a stipulé qu'il devait organiser une réunion d'urgence à cet effet. Voilà. Et cette réunion, je pense qu'il s'était même passé ici, au centre culturel, ce jour, où certains membres ont été conviés. C'est pas tous les membres, hein. Certains membres ont été conviés. Et lors de cette réunion, qu'on a été vraiment surpris maintenant des faits. Parce que l'invitation était là et c'est le président qui présidait vraiment la réunion concernant cette invitation. Monsieur le coordinateur, qui était vraiment à l'origine de cette invitation, normalement, mais n'était pas vraiment concerné. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le conseil, c'est le président qui nous a fait état donc des frais qu'il fallait vraiment débourser pour cette invitation. Et que comme c'était la communauté camerounaise et la communauté congolaise qui étaient représentées, et en tant que vice-président du Conseil migrant, qui est M. Serge Nguemo, qui est le doyen des Camerounais au sein du Conseil des migrants, s'est postulé pour ce voyage, mais demandant certains renseignements par rapport à prise en charge. Et je rappelle ici que c'est le président, étant assis, qui a fait tout le devis de ce qu'il fallait débourser. Et ça allait dans les 7000 dirhams. Qui devait être donné pour quoi? Pour déjà la prise en charge, la procuration des documents, certains documents qu'il fallait faire, voilà, donc, et la prise en charge. Et c'était très bizarre parce que nous, on n'arrivait pas à comprendre que la Caritas, qui est quand même notre partenaire, notre premier partenaire ici au Maroc, voilà, concernant nos déplacements, certains de nos déplacements, pour un tel voyage qui nous sollicite, ils ne nous prennent pas de prise en charge. C'était très bizarre. Bon, c'était donc à l'étude. On s'est clôturé sur cela. Voilà. Donc, j'ai été donc contacté par Nguemo qui m'a vraiment mis en garde face à cette situation. Voilà. Donc, le lendemain, j'ai été rappelé par le président pour voir si vraiment j'étais partant. Et moi, je lui ai dit, moi, je suis pas prêt à débourser 7000 dirhams pour aller en France. C'est pas possible. Voilà. Donc, mais si la prise en charge était faite, il n'y avait pas de souci. Puisque moi, je travaille, je peux avoir une autorisation de mon patron pour cela, pour des petits détails, compte bancaire, je pouvais avoir tout cela. Mais je n'étais pas prêt à débourser 7000 dirhams pour aller en France. Ce qu'il m'a répondu au téléphone, c'est que nous allons étudier et nous allons vous recontacter. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été recontacté pour cela. Et cette affaire d'invitation a pris un élan. Bon, voilà, personne n'en a plus parlé. Voilà. Jusqu'au jour, à la dernière réunion où il y a eu vraiment... jusqu'au jour où, à la dernière réunion, où vraiment cette crise a réellement commencé, où M. Serge Nguemo, se paraît-il, a eu à présenter au président sortant les documents de conversation qu'il a eu avec M. Vincent concernant ces invitations. Donc, se paraît-il qu'il y a eu des invitations vendues. C'est là où la crise a commencé. C'est là où moi-même j'ai appris que vraiment il y a eu vraiment ces invitations ont eu effet et il a été vendu. Mais personne au Conseil des migrants n'est parti. Voilà, c'est là où a commencé le problème. Donc, ce qui veut dire que ils ont été vendus à qui? Ça, nous ne le savons pas. Mais c'est des rumeurs alors. Non, parce que le président vient de dire qu'il y avait des rumeurs. Oui, il y a toujours... Mais en fait, d'où la preuve vient que l'invitation a été vendue? Déjà, c'est pour cela que je dirais que dans cette situation, oui, il y a 3 personnes qui sont réellement au courant de cela. Oui. Oui, parce que nous, les faits nous ont été rapportés. Oui. Est-ce que vous comprenez et quel est le document qui avait été envoyé qui prouvait cela? D'accord. Des documents d'échange entre, je crois, Serge Nguemo et Vincent de Calais. Oui. Qui a, je crois, si je me rappelle bien, qui a envoyé une lettre à Nguemo lui disant peut-être un truc, qu'il était déçu d'apprendre une invitation qui a été vendue, un truc comme ça. Voilà, donc je pense que sur ce sujet,
c'est M. Nguemo qui peut vraiment vous expliquer, parce que l'échange a été fait par lui et ce monsieur Vincent de Calais. Ok, très bien. Voilà, Mais, monsieur, oui, allez-y. J'aimerais aussi rappeler que pour être sûr que cette invitation a été vraiment vendue, parce que l'une de nos membres, qui est aujourd'hui considérée comme la présidente du Conseil des migrants juridiquement reconnue, elle a été arnaquée. Elle nous l'a dit. Elle a dit à l'Assemblée générale qu'elle a déboursé près de 6 000 dirhams, pour l'effectuation des documents et tout, et elle s'est vue refuser ce visa. Elle s'est vue refuser le visa de la France. Elle s'est vue refuser le visa de la France parce que peut-être l'invitation a été fausse. Et c'est bien après que nous apprenons aussi par enquête que réellement il n'y avait pas 2 invitations. Il y avait réellement une seule invitation, ou 2 ou 3. On ne comprend pas. Ok, je pense que c'est effectivement, le point peut-être central de ce qui fâche effectivement le président. Alors, monsieur le président, de manière objective, est-ce que vous pouvez donc alors nous donner des éclaircissements sur cette invitation? Merci beaucoup. Chez nous, on dit le mensonge monte vite dans l'ascenseur, oui, mais la vérité vient lentement et arrive au point. Et c'est aujourd'hui l'heure de la vérité. Oui. Merci beaucoup, Radio Culture Mosaïque, de m'avoir invité. Et je ne voulais pas venir, mais je dois venir. Et je suis quand même là pour éclairer. Oui. Vous m'avez posé la question sur les invitations rendues. Oui. J'ai parlé tout à l'heure de rumeurs. Et vous êtes très sage de poser la question, est-ce que vous avez vu? Ils n'ont jamais vu. Mais c'est la soif de leadership. Je n'ai jamais connu M. Vincent Déconique, qui est coordinateur de Caritas Calais. Notre coordinateur, M. Kamaralaï, qui aujourd'hui est aux États-Unis, il était resté l'un des plus anciens membres du Conseil des migrants au Maroc. Après lui, c'est M. Kaka Aboubakar, qui était chargé du social. Après Kaka, actuellement, c'est M. Sekou. Après Sekou, c'est moi qui suis arrivé au Conseil des migrants au mois de décembre 2010 par les canaux de M. Fabien Yéné. Après moi, c'est Emel Okake qui est arrivé au mois de juillet et elle était enceinte. Il y a même des photos sur Facebook qu'elle descendait à Ceuta. Et après, c'est Justin, c'est Serge. Et à l'époque de Bakayoko, quand Bakayoko désistait, nous sommes restés en 3 mois, Bakayoko et Camara en 2013, les autres sont venus. Donc, les anciens, je pense que jusqu'en 2011, c'est moi, Serge, Sekou et Kaka pour le moment, puisque l'autre n'est pas là. Je n'ai jamais eu de contact à l'extérieur de Maroc. Jusqu'en 2014, quand M. Camara, après le Forum mondial de Marrakech, nous a fait signe qu'il a eu une invitation pour aller en France, à Calais. Et ce n'est pas l'invitation de la Caritas Calais, je précise. Ce n'est pas l'invitation, c'est d'une coalition internationale de sans-papiers. Il a des relations avec un certain Sissoko, que moi-même je ne connaissais jamais. Il a fait ses contacts et nous a dit qu'il va partir en France. Mais je vais aller au nom des conseils des migrants. En tant que président, je fais un ordre d'émission, je l'ai envoyé. Et je lui ai demandé au retour, tu nous emmènes les rapports, que nous puissions entrer en contact avec cette organisation. Quelques temps après, il est revenu au mois de décembre. Et à la fin du mois de janvier, il va nous dire qu'il a eu une autre invitation pour l'Allemagne. Et il est parti. C'est lui-même qui avait ses contacts. C'est lui-même qui est... C'est comme ça, à son retour, il va nous dire la Caritas Calais. Quand il est allé à Calais au mois de décembre, le Conseil des migrants étant en bonne relation avec la Caritas d'ici, M. Vincent Sibou, qui était le directeur à l'époque, a demandé à Camara, comme il va à Calais, qu'il rencontre un certain M. Vincent Déconique, qui est le coordinateur là-bas, pour qu'ils puissent travailler ensemble. C'est là le point de contact donc, alors, voilà, entre le Conseil des migrants et la Caritas Calais. Ouais. Et Camara, en retour, M. Vincent Déconique nous a écrit, et m'a jamais écrit. C'est en contact avec Camara, il dit qu'il viendra visiter les conseils des migrants et connaître ce que la migration fait ici au Maroc.
Elle est venue avec son assistante, Madame Myriam, au mois de mars. Et ils ont fait un tour avec le coordinateur et le vice-président, Anador. Et nous l'avons reçu à la Fondation Orion Occident. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Depuis son départ, jusqu'au moment où nous vous parlons, juste au mois de février passé, je n'avais jamais été en contact avec M. Vincent Déconic, ni par téléphone, ni par version électronique. Quand nous avons fini notre rencontre avec les jeunes de la migration de Belgique, du Maroc et des migrants ici, M. Camara, le coordinateur, et c'est pourquoi j'ai demandé que vous puissiez diffuser ça. Ouais. Va nous dire, c'était en pleine réunion ici, pas à moi, en pleine réunion ici, au centre culturel, que j'ai eu une invitation, pas de la Caritas Calais, mais de la coalition internationale des sans-papiers pour aller à Calais, de nouveau. D'accord. Mais je ne peux pas aller seul, je vais demander qu'on puisse ajouter 2 autres personnes. Ça veut dire que c'est la même coalition, effectivement, qui le réinvite une autre fois. Voilà. Ouais. Alors, j'ai dit, ok, c'est une bonne occasion. Je n'étais pas en règle, moi. C'était illégal. À cette époque. Oui. En séance tenante à la réunion, j'ai demandé qu'on puisse ajouter 2 autres communautés, c'est-à-dire la communauté congolaise et camerounaise qui sont les plus nombreuses, puissent être représentées. Du coup, le vice-président s'est dit, je vais partir. J'ai dit, ok. À la communauté congolaise, celle qui était en règle et qui était le doyen, la doyenne, c'était Émile Okake, la secrétaire générale. J'ai dit, tu peux aller comme tu es en règle. Elle dit oui. On a demandé, pour aller faire un voyage en Europe, comme on n'avait pas un statut juridique, il faut avoir la CNSS. Il faut payer les transports. Puisque je rappelle que Camara, quand il était parti en France l'année passée et en Allemagne, il n'avait pas l'argent pour payer les transports. Et il a demandé une faveur auprès de la Caritas. Et c'est M. Vincent Sibou qui a payé son transport. Donc on n'a jamais été pris en charge par la coalition. Donc, ayant connu cela, nous avons demandé à celui qui veut partir de se prendre en charge. C'est-à-dire de payer son transport, chercher, regrouper les documents. Et nous avons fait les calculs. Payer les transports, il faut avoir la CNSS, les documents qu'on demande, c'est-à-dire l'assurance, le frais de visa, c'est aux alentours de 5 000. Celui qui est prêt à débourser cet argent, la porte est ouverte, peut aller. Comme le vice-président, à l'époque, avait dit qu'il va partir, on l'a laissé, mais la voie libre à lui et à la secrétaire générale, plus le coordinateur Camara, qui est le détenteur des invitations, d'y aller. Je n'ai jamais été en contact avec la personne qui lui a envoyé des invitations. Et je ne le connais pas. C'est comme ça que, une semaine après, le vice-président à l'époque va me dire non, je vais aller accompagner un enfant au pays par l'OIM. Et il y a une diaspora qui viendra de l'Europe, donc je préfère ne pas rater cette occasion, m'entendre avec la diaspora et rentrer, amener cet enfant au pays. Après, je dis, bon, comme c'est la communauté camerounaise qui a été choisie, alors je vis qu'il faut remplacer par une autre personne. C'est pourquoi j'ai intéressé les trésors. J'ai dit, est-ce que tu peux aller? Il dit, oui, je peux aller. Après, il va me demander, est-ce que la prise en charge? J'ai dit, non, la prise en charge est individuelle. Et quelque temps, il me répond, non, je ne suis pas prêt à débourser plus de 5 000 dirhams pour y aller, car je prépare un voyage au pays. Il dit, non, il n'y a pas de souci. Mais, entre-temps, si nous pouvons trouver un bailleur qui peut financer pour nous les voyages, on vous fera signe. Comme on n'a pas trouvé, j'ai recontacté celle qui était notre chargée de femmes et mineurs, Odia. J'ai dit, est-ce que tu peux aller? Elle dit, je vais te répondre dans 2 jours. Je n'ai pas l'argent, mais je vais demander à mon grand frère qui est en Suisse pour m'aider. Elle a fait, et son grand frère a dit que comme il venait de rentrer en Suisse, venant d'ici, donc il n'a plus de moyens pour le moment, donc il faut attendre à peu 1 mois. Donc seule, et Camara, sa femme est enceinte, avait des problèmes, elle a dit non, je crois que je n'irai plus.
une seule personne peut aller. Ne connaissant rien de cette histoire, je ne fais que à rassembler, aider un membre qui veut aller. J'ai dit non, il faut avoir ça. Et c'est comme ça que personne m'a remis l'argent. Pour dire que non, prends l'argent, fais-moi les démarches. Non. On allait avec la SG à l'assurance. Elle achète l'assurance. On allait à tel endroit, elle achète. On allait, je l'accompagnais là où on dépose à tel contact. Où elle est allée déposer, elle est entrée seule, elle a payé ses frais. Donc à personne, on a remis 1 dirham. Donc elle faisait les contacts seule. Et on disait seulement, ici, il faut prendre ça, et elle est allée chercher. Il faut faire ça, il faut ouvrir un compte, avoir des comptes bancaires. On n'ouvre pas un compte avec les noms d'une autre personne. C'est ce qu'elle a fait. Et à la fin, en fait, et Camara lui a remis la copie de l'invitation tirée par ordinateur. Ce n'était pas une invitation originale, tirée. Je ne me connaissais pas trop en cette histoire. Je ne fais qu'accompagner. Et quand le truc est entré, l'ambassade a répondu, il devait y avoir une invitation originale et non une copie. Et le temps d'aller en France était déjà proche. Après quelques jours, on était à la formation là-bas. Vous étiez à Douarcora. Camara a amené l'original, mais c'était déjà fini. Je ne suis ni de loin, ni de près en contact avec n'importe qui concernant les invitations. Avant notre fête de Bige, j'ai déclaré, bon, mon mandat est presque à la fin, il faut qu'il y ait élection. Une grande partie, dont les trésoriers et le vice-président, ont dit non. On a fait un très bon travail. Pourquoi élection? Attendons d'abord faire le 10 ans et il y aura élection. J'ai dit ok, la voix du peuple, on l'accepte. C'est comme ça. On a fait les 10 ans que même beaucoup d'entre eux ont dit qu'il n'y aura pas 10 ans, il n'y aura pas fête. Mais j'ai dit, en tant que président, je sais ce que je vais faire, il y aura 10 ans. On a fait la fête que vous connaissez, vous étiez là. Tout à fait. C'était un grand C'était effectivement un grand événement. Ouais. 2 jours d'affilée. Après, je relançais les problèmes de l'élection. Et voilà, au mois de février, quand on parlait encore des élections, le vice-président, à la fin de la réunion, non dans la réunion, à la fin de la réunion, on sortait, il m'a suivi, il dit non, prends ça. Il me tend une feuille. Je regarde, je vois une note, un message du 1er septembre 2015 Oui. que le monsieur Vincent Déconique de la Caritas Calais a écrit à lui et au coordinateur Camara que je suis désolé d'avoir constaté que votre président a vendu une invitation qui pouvait donner accès à votre arrivée à Calais. Alors, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est qu'une affaire d'individus, mais nous gardons de bonnes relations avec les conseils des migrants. Je regardais le message, j'ai dit, mais c'est pas possible. Moi qui n'ai jamais été en contact, ni par téléphone, ni par écrit, comment est-ce que ce monsieur va dire ça de moi et moi je les contacte pas? J'ai beaucoup raisonné, j'ai dit non, il doit y avoir une erreur. Quand j'ai été élu, une semaine après, par souci de transparence, qui ne se fait jamais, j'ai pris le mot de passe des conseils des migrants.maroc@gmail.com, j'ai donné au vice-président et au coordinateur pour que, ensemble, nous puissions gérer la chose. Et en outre, j'ai dit non, je vais écrire à ce monsieur pour qu'il puisse me répondre. J'ai écrit ceci, j'ai la lettre. Bonjour Vincent Déconique. C'est avec douleur et regret que je viens de lire les messages que vous avez écrits à Camara et Serge, respectivement, coordinateur et vice-président du Conseil des migrants, le 1er septembre 2015 à 8h56, m'accusant d'avoir vendu l'invitation de se rendre à Calais à une tierce personne. Monsieur, j'appelle à votre conscience de bien se rappeler que je ne vous ai jamais contacté ni par téléphone, ni par courrier électronique sollicitant une invitation et que vous me l'avez envoyée. Si tel est le cas,
prière de me renvoyer une copie de cette demande et aussi de la copie de l'invitation envoyée. Ou encore les noms de cette soi-disant personne dont je lui ai vendu cette invitation, car les noms doivent y être. En outre, je tiens à préciser que si cette demande d'invitation a été faite par l'adresse électronique du conseil des migrants.maroc@gmail.com, je ne douterai pas de crier à l'usurpation, car cette adresse qui porte la signature de mon nom en bas, les deux membres que j'étais si haut en détiennent les mots de passe et que l'un d'entre eux pourrait bien en faire usage à mon insu. Raison pour laquelle j'en appelle à votre collaboration pour éclairer cette situation, car cela va de ma réputation. Cordial et bientôt. Je vous laisse cette copie, vous pouvez en avoir besoin. Ouais. Jusqu'au moment où je vous parle, ce monsieur n'a jamais répondu et il ne répondra jamais. Pourquoi? Puisque je ne lui ai jamais demandé une invitation et il ne m'a jamais envoyé. Bon, je pense que finalement, on a l'impression qu'on est en face d'une cabale. Bon, alors, mais je pense que juste avant, on va d'abord écouter le journal et puis après on revient tout juste derrière. Bon, donc, je pense que, parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a une heure de temps et après les 1 heure, on revient, on écoute de flash d'information. Est-ce que c'est calé? L'essentiel de l'information avec Franck Nama. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Soyez le bienvenu sur Culture Mosaïque. C'est l'heure de notre flash info du premier week-end du mois d'avril 2016. Italie. Mise en place de couloirs humanitaires aériens pour les réfugiés. En fin du mois de février, une centaine de réfugiés syriens sont arrivés de Beyrouth à Rome par avion. Avec ses premiers couloirs humanitaires en Europe, l'Italie espère faire école auprès de ses voisins. Le programme approuvé par le gouvernement italien et surtout permis par le règlement européen a été mis en œuvre par 3 organisations religieuses dont la communauté de San Egidio. Dans un premier temps, 1000 réfugiés syriens vont pouvoir en bénéficier. Urgente opération de contrôle sur instruction des autorités sécuritaires du Royaume. Une vaste campagne de contrôle d'identité et de sécurisation est en cours auprès de la communauté étrangère, en l'occurrence subsaharienne, en ce moment même dans plusieurs grandes villes du Maroc. Un certain nombre de subsahariens ont justement été interpellés ce matin à Casablanca dans le cadre de cette opération pour non-détention de documents d'identité au moment du contrôle. Nous vous prions par conséquent, lors de vos déplacements, de circuler avec vos pièces d'identité, carte de séjour en cours de validité ou à défaut un passeport également en cours de validité. Pour ceux qui n'ont pas encore excédé 3 mois de la durée du séjour sur le territoire marocain. Cela pour éviter tout désagrément. Pier Carlo Padoan en appelle à investir dans la culture pour riposter à la terreur. Le ministre italien de l'économie Pier Carlo Padoan est cette semaine l'invité d'ici l'Europe. Face au terrorisme, il en appelle à investir dans la culture, dans l'éducation de la jeunesse. Cet ancien professeur d'économie passé par le FMI, l'OCDE, estime que l'Europe doit dégager des ressources communes pour se renforcer et faire face aux crises multiples qui la menacent. Pour mettre un terme à la vague migratoire, le ministre de l'économie préconise une solution de long terme en demandant à l'Europe d'aider les pays d'origine à se développer. Pier Carlo Padoan se veut rassurant sur l'état des finances publiques dans son pays et salue à l'occasion et saisit l'occasion de défendre son projet d'un gouvernement de la zone euro. L'Association des immigrés subsahariens pour la défense de l'intégrité territoriale du Maroc vous invite à une marche de protestation contre Ban Ki-moon et de soutien au Sahara marocain. Ceci le dimanche 3 avril 2016, tous réunis au quartier Hassan Youssoufia à partir de 10h. Merci de nous avoir écoutés. Restez en compagnie de nos programmes sur Culture Mosaïque. Notre prochain Flash Info dans 1 heure. حيت القارة الإفريقية كتجمعنا كولتور موزايك حتى هي كتجمعنا. Donc, je pense que nous avons effectivement là Monsieur Constantin Ebanda qui était en train de nous relater les faits au sujet de l'invitation. Donc, tantôt, Monsieur, vous allez peut-être permettre peut-être que Monsieur Constantin finisse et puis après peut-être vous pourrez rebondir. D'accord. Très bien. Voilà, on a tantôt donc alors écouté la fameuse lettre que vous avez écrite à Monsieur Vincent de Conic. Et alors, de votre point de vue, comment vous expliquez que à Monsieur Serge Nguemou,
on envoie une lettre et quand vous répondez à Monsieur Déconique, il ne répond pas. Quel est le nœud du problème? Monsieur Vincent Déconique ne répondra jamais. Mais est-ce que la lettre qu'il a écrite en Ngemo a été envoyée honnêtement? Il a écrit la lettre, soi-disant la lettre, et le message qu'il a envoyé à Camara et à Ngemo. Voilà. Je ne sais pas si c'est la technologie ou comment, je ne sais pas, mais allez-y comprendre. Allons-y, ouais. Je continue, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ça a tiqué tout le monde. Camara a dit, moi, j'étais avec Ngemu quand Madame Chloé de la Caritas nous a appelés, nous a dit qu'il y a eu des rumeurs sur ça. 2 rumeurs, je confirme, il y a eu des rumeurs sur ça, mais n'en parlez pas à quelqu'un d'autre, que ça reste en puisqu'on n'a pas de preuves sur ça. Donc, oubliez cette histoire, c'était vers le mois de septembre, quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi le vice-président l'a dit maintenant. Et c'était juste quand le coordinateur Camara s'est préparé pour aller aux États-Unis. C'était juste quelques temps avant son départ. Alors, j'ai dit non. Comme c'est toi qui es en relation directe avec M. Vincent Déconique, tu peux lui demander de te répondre. Comme ça, tu pourras nous dire ce qui est enregistré, puisque moi, je ne connais pas de ces faits. Si vous connaissez quelque chose, pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Au moment où moi, par confiance aveugle, je vous ai remis même les mots de passe. Donc, j'ai compté sur vous. Et on travaillait beaucoup ensemble avec vous. Rien ne se faisait. Et des passages, je dirais même qu'à une réunion, le vice-président, vous sentez même la haine. Il dit, pourquoi seulement toi qui es le coordinateur de Alcès? Pourquoi seulement toi tu es dans la commission des recours? Pourquoi seulement toi tu es dans la COP 22? Tout ça, beaucoup de choses. Mais je sais que c'est la compétence qui a fait ça. Et quand Camara est parti, juste quelques jours, cette histoire commençait à avoir de l'ampleur. Il a écrit. Puisqu'ils étaient 2, quand il partait voir Chloé et tout ça, moi je n'étais pas là, je ne connaissais rien. C'était une combine entre les 2, mais il a quand même écrit. Je vais vous lire. Le document de Camara. Camara qui a écrit le message, donc je vais vous laisser ça comme toujours. Oui. Bonjour les amis, je tiens à m'excuser auprès de tous les membres. Laissez long silence. Retenez que depuis mon départ, ma boîte ne s'ouvre pas. Chers membres, je tiens à vous réaffirmer qu'aucune invitation n'est venue de la part de nos amis de Calais. Donc l'invitation qui était venue, c'était à moi uniquement. Ça venait d'une autre organisation dont je suis membre. Et c'est moi qui ai dit à cette organisation de nous envoyer 2 autres invitations. Comme cette organisation se tenait à Calais et les membres du Conseil des migrants ont une mission à Calais, voilà pourquoi j'ai demandé d'autres invitations supplémentaires pour ne pas que ce soit moi seul. Mon jeune frère Justin, tu peux ne pas me croire et c'est ton droit. Mais je te demande juste d'aller rencontrer un responsable de Caritas Maroc pour savoir si une invitation est venue de Calais. Car vous le savez tous que les amis de Calais ne vont jamais envoyer une invitation sans passer par Caritas Maroc. Cela est impossible. Puisque ils ont un point de contact au Maroc. C'est la même maison. Ouais. Pour vous prouver qu'un Ngemu veut créer la confusion, et je suis dessus de toute personne qui soutient Ngemu dans cette aventure, comment un vice-président peut avoir une telle preuve et ne dire rien aux membres? C'est au lendemain des élections qu'il va vous dire une telle chose. Chers amis, le seul problème de Ngemu, c'est la candidature de Constantin. Si Constantin n'était pas candidat, il n'y aura aucun bruit, je vous assure. Cher Ngemu, tu n'es qu'un grand frère à moi. Mais la posture que tu as optée n'est pas digne des responsables. Créer les désordres dans un groupe parce que tu n'es pas satisfait. Ma dernière réunion avec vous était à l'ODT. Tu avais discuté avec Constant et Constant avait tapé sa poitrine en disant « Je suis membre de la Commission nationale des recours, je travaille à l'ALCES, je fais partir de la commission pour le forum qui aura lieu et ce n'est pas les conseils des migrants que c'est grâce à sa connaissance. » Il a raison. Car ce sont les hommes qui font parler de la structure. C'est ça, Bakayoko avait dit après son départ que c'est lui qui a créé la boîte email que si je suis homme, de créer pour moi aussi. Je me suis mis à travailler pour développer mes défauts. Et on connaît aujourd'hui les résultats. Chers amis, je
le répète que Constantin n'a vendu aucune invitation, Guémou sait très bien, puisqu'ils étaient ensemble. Il veut juste vous mélanger et je vous demande d'être unis et d'aller aux élections, qu'il pleut et qu'il neige. Ce que vous ne savez pas, je fais un rendez-vous avec Guémou sur Facebook pour lui demander ce qui ne va pas. Et on a fait 20 minutes. Mais je vous assure, je lui ai posé toutes les questions, mais il n'a rien dit parce qu'il n'en dira rien. Fin de citation. Okay. Donc, je m'en vais. Il y en a encore. Oui. Je vais terminer par-ci. Oui. Comme ils ont parlé de Chloé, des Caritas, j'ai dit, mais quand nous avons fait les 10 ans, puisque c'était au mois de septembre, ils disaient que non, Conseil des migrants et Caritas, il n'y a plus de relation. Mais dans les 10 ans des Conseils des migrants, nous avons salué le partenariat de Sendesh, qui a pris en grande partie une partie des restaurations de 2 jours à l'ordre de 26 000. Nous avons salué l'apport de FMAS, qui a presque pris la salle et autres choses que vous connaissez. Et nous avons salué le GADEM, qui nous a aidé avec le transport des membres qui venaient à l'extérieur du Rabat. Et nous avons salué l'implication de la Caritas, qui nous a donné l'argent, qui nous a permis d'acheter les gâteaux et certains petits trucs. C'était 1000 dirhams. Donc c'est qu'on a encore une bonne relation avec la Caritas. Alors, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Comment Chloé, quand on s'appelle au téléphone, on a de très bonnes relations, va seulement inviter les autres et pas moi, connaissant une chose. J'ai écrit à Chloé. Salut Chloé, pourquoi cherches-tu à salir mon nom? Es-tu sûr que j'ai vendu une invitation de la Caritas? Si oui, prouve-la moi. Sinon, quelle relation entre l'invitation vendue et la Caritas? Quelle femme est venue réclamer l'argent pour l'invitation de la Caritas à l'Alsace? Vraiment, j'avais beaucoup d'estime pour toi, mais ton comportement ne reflète pas la polémique que tu crées. Et je ne sais pas ton rôle dans cette histoire, si ce n'est pas de déstabiliser les conseils des migrants. En sachant entre parenthèses que nous avons rompu la relation de logement d'urgence avec la Caritas, nous les conseils des migrants. On n'avait pas encore les statuts juridiques pour un problème que nous ne voyons pas clair sur la gestion de ces logements d'urgence. Tu as intérêt à laver mon image. Je m'arrête d'abord là. Merci. Très bien. Ça, c'est un troisième document, effectivement, que vous produisez. Et là, vous le produisez, effectivement, à l'adresse de Caritas. De Caritas qui, au départ, à un moment donné, est au départ de la lettre qui vient qui tombe dans la boîte email de Camara Lai et dans la boîte email de Serge Nguemo. Et c'est également, donc, pour aller à la source de l'information, le même Caritas convoque Serge Nguemo et Camara Lai, je veux dire à travers Chloé. Et non, donc, là, je précise. Ouais. Chloé m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, Constantin, je sais que tu es en colère. Mais, je m'excuse d'abord, puisque je ne savais pas que cette histoire pouvait arriver à ce point. J'avais un entretien avec Vincent Déconique et Camara. J'ai profité de l'occasion pour dire que non, j'ai entendu une rumeur que Constantin voulait vendre une invitation. Alors, j'ai dit à M. Vincent que, en tout cas, s'il y a une invitation qui va venir pour les conseils des migrants, il faut d'abord freiner ça. Et elle dit, je suis conscient de ça. Mais quand j'ai dit ça à Camara, puisqu'on avait une opération à faire, je n'avais jamais, je leur avais dit que ce n'était que des rumeurs, il ne faut jamais parler de cette histoire. Et voilà la raison pour laquelle ces 2 derniers jours, le lundi et le mercredi, qu'il devait y avoir le truc de la Caritas, ici à Al-Muafaka. Oui. J'ai été invité, mais vous savez, de lundi à vendredi, avant midi, je suis calé. Donc ceci, c'est l'après-midi, je pourrais bien être. Oui. Donc je dirais qu'avec Caritas, pour le moment, nous avons de très bonnes relations et nous avons beaucoup de projets. Parmi un des projets, ça sera financé par la Caritas. Donc il ne s'attelle pas sur des rumeurs. D'accord, très bien. Alors, je pense que ce que vous avez dit est suffisamment clair. Il y a dans ces documents qui ont été dits ici 2 noms qui reviennent effectivement. Monsieur Justin Ngouem, qui est le trésorier du Conseil des migrants, et Monsieur Serge Nguemo. Nous ne pouvons pas parler en absence de Monsieur Serge Nguemo. Monsieur Justin, est-ce que vous pouvez nous donner effectivement votre réaction à chaud après cette démenti de Monsieur Constantin? Bon, déjà remercie Monsieur Franklin. Bon, déjà je dirais que c'est allé très très vite.
Mais je vais dire que vous voyez vous-même que ça, c'est un tissu de manipulation qui est en train de se passer là. Et la manipulation vient d'où? Du président qui est là, assis là. Sa manipulation vient que de lui, parce que tout ce qu'il vient de raconter là n'est qu'un tissu de mensonge. Il ose dire, s'il vous plaît, qu'il a amené des documents qu'il a écrits à Vincent. Et Vincent n'a jamais répondu. Oui. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi il n'a jamais répondu? Parce qu'il n'y a pas de non-lieu, ça. Ce qu'il dit, ce qu'il écrit, n'a pas n'a pas lieu d'être. C'est Vincent qui envoie l'invitation. Donc, s'il écrit à Vincent, c'est pour savoir, pour mieux comprendre, en fait. Oui. C'est tout à fait normal qu'il écrit, mais il dit attendre la réponse. Pourquoi la réponse ne vient pas? C'est peut-être parce que ce monsieur n'a plus envie de parler avec lui concernant cela. Bon, en fait, sur ce sujet, je pense que la clarification sur vraiment ces documents, je pense que c'est peut-être Nguemo qui pourra vous les envoyer. Oui. Mais déjà, moi, je vais revenir sur l'invitation, parce que quand je comprends l'ex-président, monsieur Constantin, moi, je comprends déjà une manipulation à grande échelle. Oui. Il ose dire qu'il n'était carrément pas au courant de l'invitation. Aujourd'hui que j'apprends... Non, qu'il n'était pas l'intermédiaire avec les gens qui envoient l'invitation. Pas qu'il n'était pas au courant, il était au courant, mais il n'était pas l'intermédiaire. Il n'était pas l'intermédiaire. Intelligent. Donc, disons, il n'était pas l'intermédiaire. Oui. C'est aujourd'hui que moi j'apprends que c'était une invitation de la coalition. Oui. Or que ce jour où on était invité ici, dans cette salle, dans la salle d'à côté du Centre culturel africain, c'est le président qui a bien dit Calais. On ne peut pas parler de Calais si ce n'est pas Calais. Oui. En aucun des cas, il a été marqué coalition. Oui. Et je rappelle, je le dis bien, il est bien présent, que c'était lui qui exposait même la situation. Monsieur Camara, qui était à l'origine de cette invitation, n'a pas parlé durant ce jour-là. Et je rappelle, et je le redis encore haut et fort, qu'il a bien dit 2 invitations. Ça n'a jamais été 3 invitations. Jamais. Il a bien dit 2 invitations. Et il avait bien mentionné ce jour-là que, puisque la communauté guinéenne avait beaucoup voyagé, donc cette communauté ne devait pas se présenter pour ces voyages. Et c'était juste la communauté camerounaise et la communauté congolaise. Donc ça veut dire qu'on est en train de passer déjà encore à une manipulation qui est en train d'aller à grande échelle. Et je rappelle que ce même président m'a appelé la veille de cette réunion qu'il devait organiser. Dans la nuit, je pense vers 22h, pour me dire que l'invitation de Calais est arrivée et qu'il m'avait choisi pour partir. Ok, très bien. Voilà. Bon, disons qu'il t'avait choisi pour partir, mais est-ce que dans ce choix, il n'a pas répondu ici? Parce que j'ai l'impression qu'il a clairement dit que n'ayant pas été financé, il fallait que les gens prennent en charge eux-mêmes ce qui était lié aux accompagnements. Justement, déjà d'abord, là où il y a déjà amalgame, c'est que déjà, il nous convoque pour nous dire que les invitations viennent de Calais, qu'il l'a démenti, et que moi j'étais à cette réunion, voilà, que les invitations viennent de Calais, et que chacun devait être pris en charge. Et là où il y avait le hic, pourquoi on a refusé de pouvoir s'engager? Parce qu'il y avait une prise en charge à prendre. Nous savons très bien que la Caritas, qui est notre partenaire, ne pourra jamais nous inviter à un voyage de travail à Calais ou en France sans nous prendre en charge. D'accord, très bien. Voilà. Et c'est juste déjà une partie. Oui. Et pour rappeler aussi que le message que Camara a envoyé, il faut déjà relater les faits que quand cette affaire a vu le jour, réellement, quand cette affaire de vente d'invitation a vu le jour, M. Camara, il était encore au Maroc. Oui. Il n'a même pas daigné réagir. Et juste une semaine, on a juste eu à constater qu'une semaine après, qu'une semaine après les faits, donc d'accusation, Camara là, il se retrouvait aux États-Unis. Et il n'a pas réagi encore pendant 2 semaines. Juste à la 3e semaine, quand la situation avait pris son ampleur, que M. Camara Lai réagit sur ce message. Et comment vous expliquez ça? Et je rappelle que Camara Lai, et je peux vous dire que sur notre mailing list, il s'est passé des énormes discussions, voilà, entre membres. Donc, et lui étant membre du Conseil immigrant et étant dans le mailing list, il voyait les messages. Il n'a pas réagi. Eh bien, vu que la situation a pris de l'ampleur et qu'il réagit, ça, je dirais que ça, c'est juste pour manipuler les gens. Manipuler et faire endosser la tâche sur lui parce qu'il est déjà sorti du territoire
hein, et innocenté monsieur Constantin Ibanda. Mais je dirais que déjà, il faudrait devoir savoir que quand il s'agit d'une invitation, on est au Conseil des migrants. Toute décision, toute signature se prend par le président. Donc, si notre sœur Aimée Loka qui a eu à déposer les dossiers auprès de l'ambassade et que ça a été refusé, c'était sur signature du président. Parce que pour déposer une invitation ou bien un dossier venant d'une invitation venant de l'Europe, il faut la signature déjà de l'organisme que tu représentes. Et l'organisme qui représente, c'est Constantin Ibanda qui met cette signature. Donc ça veut dire qu'il était tout à fait au courant du début jusqu'à la fin de cet événement des billets d'invitation. Voilà. Donc, Ok, Monsieur le Président. Donc moi je me limite oui, à ce allez-y. niveau. Je crois que je n'ai pas ma place ici puisque je me rends compte que je suis en train de parler avec des gens qui sont au niveau très bas. D'accord. Pourquoi? Puisque je crois nous parlons français. J'ai dit très bien, l'invitation venait d'une organisation coalition de sans-papiers à Calais. Je n'ai pas nié Calais, j'ai dit Calais. Mais je n'ai pas cité Caritas Calais. J'ai dit ça venait de coalition internationale des sans-papiers de Calais. On peut revenir en arrière pour entendre bien ce qu'il a dit. Et moi, j'ai accompagné la secrétaire générale dans le démarche jusqu'à l'ambassade. Bien sûr, si un membre des conseils des migrants, n'importe lequel va n'importe où, je dois faire l'ordre d'émission signé. Et comme c'est une invitation que le membre des conseils des migrants va aller à Calais, je dois signer l'ordre d'émission. Je n'ai pas nié, je dois signer. Même si, il y a un membre qui était là, Nador. Je fais l'ordre d'émission signé, puisque c'est un devoir du président. Le président est élu et doit prendre acte de ses engagements. Je rappelle que vous n'êtes plus président. Hein. Votre mandat est fini depuis plus de 6 mois. Si je savais que j'allais être en face des improductifs, je n'allais pas venir. Mais vous saviez que je Non, devais en être fait, là. après quand même, restons quand même, restons courtois. C'est pas l'endroit pour. Je pense que ce que nous voulons faire, c'est quand même être assez objectif. Vous voyez, c'est être objectif. Et moi, j'ai l'impression ici que Monsieur Constantin a donné des documents qui donnent une certaine lumière sur certains faits. Ça veut dire que sur la question effectivement du voyage des invitations venant de Calais, il est clair que en fait, en fonction des documents qu'il donne ici, il est clair que en fait, ça ne vient pas de lui. Parce qu'il s'adresse aux partenaires. Attendez une seconde. Il n'y a jamais eu des invitations et il n'y aura jamais de preuves. Qu'ils brandissent la preuve. C'est clair. Mais quand même, vous entendez qu'il n'a jamais eu d'invitation. Qu'il n'a jamais d'invitation vendue par moi. Je n'ai jamais vendu une invitation et qu'il n'y aura jamais preuve que j'ai vendu une invitation. Or que je suis sûr que deux ou trois autres membres peuvent attester qu'il avait bien parlé d'invitation. Je n'ai jamais, mais on parle, je n'ai jamais vendu une invitation. Et je pense que les documents qu'il est en train de dire qu'il a déposés sont des documents que lui-même il a écrits. Il n'y a eu jamais de retour. Bon, je pense que c'est le retour qui peut nous confirmer vraiment la véracité de ce qu'il est en train de dire. Parce que ce sont des documents que lui il a envoyés. Eh bien, il n'y a jamais de retour. Oui, en envoyant ces documents, j'ai fait copier-coller à tous les membres. J'ai envoyé. Donc, je vous ai donné, Monsieur Franklin, comme puisque vous nous avez, prenez ces documents et envoyez à Monsieur Vincent Desconiques et vous demandez de répondre. Il n'en verra, je dis bien, il n'en verra jamais une copie que moi je lui ai demandé une invitation et qu'il me l'a envoyée. Non. Puisqu'il ne répond pas puisqu'il est muet. Il ne dira rien. Je n'ai jamais été en contact avec lui. Ceux qui ont été en contact avec lui, qu'ils leur répondent, pas à moi, à l'ex-vice-président et au coordinateur, qu'ils leur répondent. Que voilà la copie de l'invitation, de la lettre de demande d'invitation qu'il me l'a envoyée et une copie d'invitation envoyée et la personne qui est partie. Et il n'y aura jamais ça. Mais aujourd'hui, Monsieur Franklin, je suis en train de voir que aujourd'hui, le président ne veut que se décharger aujourd'hui sur le coordinateur, l'ex-coordinateur qui est aux États-Unis. Je ne parle pas des coordinateurs, je parle des vice-présidents et des coordinateurs. Je cite les deux. Parce qu'il ne pourra pas vraiment valider aussi, se justifier selon les faits qui sont là. Voilà, très bien. Moi, je pense que sur ces différentes questions, effectivement, en tout cas sur la question spécifique à laquelle Monsieur Constant voulait répondre, je pense qu'il a donné un droit de réponse.
Maintenant, aujourd'hui, après il a cité Monsieur Serge Nguemo, il y a également Caritas qui a été cité, ce qui veut dire qu'après, si nous voulons effectivement avoir la connaissance globale de l'histoire, on doit peut-être aussi se rapprocher de Caritas pour que Caritas nous explique un peu plus au sujet de cette histoire, parce que quand même Chloé reconnaît qu'il y a eu une invitation qui aurait dû venir, mais qu'elles ont demandé que ça s'arrête. Et il y a effectivement un email qui est venu à 2 personnes, qui est venu à Serge Nguemo et qui est venu à Kamara Lai. Bien sûr. Donc du coup, il y a quelque chose qui est quand même trouble. Ça veut dire que sur ces 3 acteurs, il faudrait qu'on ait la vérité dessus. C'est-à-dire que, voilà, peut-être avant d'aller plus loin, c'est ça. Donc moi, je pense que, donc de toutes les façons, je pense qu'on est arrivé presque au terme de cette première partie du programme. Alors j'aimerais bien effectivement que, par exemple, chacun d'entre vous nous donne en 1 minute effectivement son impression sur le sujet, parce que M. Constantin nous faisait entendre il avait un rendez-vous, et vous nous donnez effectivement votre dernière parole, et puis naturellement on va également écouter M. Ngoué, mais nous resterons ensemble pour continuer sur la deuxième partie du programme. Merci. Je suis très content puisque vous m'avez donné 3 réponses. Je vous donne l'ordre de faire des enquêtes, de trouver l'invitation, la copie de l'invitation vendue ou de la lettre que j'ai envoyée ou la personne qui est partie, le nom de la personne qui est partie en mon nom. Il ne dira jamais, et il y aura, je vous garantis, il n'y aura jamais une lettre, une invitation que moi j'ai vendue, il n'y aura jamais la lettre de demande d'invitation que j'ai et la personne qui est partie. Il n'y aura jamais, puisque ce n'est que du faux. Comprenez que les gens qui font ça, ils étaient des affaires-man. Merci. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait quand même des affaires-man d'ailleurs. Alors, monsieur Justin. Voilà. Donc, déjà, moi, je vais conclure sur cette affaire d'invitation et dire que, voilà, qu'aujourd'hui, il parle que le président dit qu'il n'y aura jamais de preuves. Ben, nous allons chercher, mais je rappelle que, apparemment, M. Nguemo et M. Sekou, si on allait à la Caritas avant ce débat, ils sont allés à la Caritas avant les élections. Et je pense que M. Sekou a aussi eu un aperçu, parce que la Caritas avait bien mentionné, bon, selon les dires de M. Sekou, qu'il a eu un semblant, ils ont cru entendre qu'il y a eu une vente d'invitation venant d'Alceste. L'information est venue d'Alceste. Et je pense que M. Nguemo sera prêt à pouvoir peut-être clarifier cela. Donc, et je dirais qu'il faudrait savoir quelque chose. Tout ce qui se passe au Conseil des migrants, parce que je suis membre au moins déjà depuis 4 ans, ne se fait pas sans l'aval du président. Quel qu'en soit ce que le coordinateur peut faire, aujourd'hui, le président a un mot et une main mise dessus. Donc, il était tout à fait au courant de cela. Et je pense que la vérité sortira sur cette affaire d'invitation. D'accord. Je pourrais dire un dernier mot. Oui. Si Sekou avait été de mèche pour faire cela, il ne pouvait pas laisser leur coalition pour les abandonner. Merci. Bon, on parle de coalition. Ok, donc je pense que nos auditeurs, c'est clair, effectivement. On est arrivé au bout de cette partie du programme. On est arrivé au bout de cette partie du programme. Et il y a donc alors, effectivement, une chose qui va se faire. Et la chose qui va se faire, elle est simple. C'est que nous allons, à un moment donné, creuser un peu plus sur le sujet, parce que nous avons eu suffisamment d'éléments sur la question. Et nous allons effectivement creuser sur le sujet et approcher effectivement pour voir s'il n'y a pas une cabale derrière, s'il n'y a pas une campagne de déstabilisation, si finalement, comme vous avez dit, effectivement, le président est impliqué, la vérité sortira. Donc, on va passer sur le deuxième sujet. Et là, nous avons un autre invité, c'est monsieur Désiré Onana. Monsieur Désiré Onana, effectivement, qui représente ici l'association Mon Frère, et puis également qui est membre fondateur de l'association Cercle de réflexion pour l'identité africaine. Bonjour monsieur Désiré. Bonjour. Ok, on va écouter le titre direct et puis on revient tout juste après. Chers auditeurs, l'heure des tirés est arrivée. Nous allons parler aujourd'hui de la communautarisation subsaharienne au Maroc, car nous pensons que c'est un facteur gênant de l'intégration. Chers auditeurs, je ne vous demande pas de m'aimer, mais plutôt de souffrir quelques minutes pour m'écouter. Car c'est en passant l'or au feu qu'il prend toute sa valeur. D'accord. Oui, il suffit de visiter les quartiers d'habitation des ressortissants de l'Afrique subsaharienne dans les villes du Maroc pour découvrir le pot rose.
entassant les quartiers défavorisés tels que Takadoum, Douakora, Youssoufia à Rabat, Aït Salam, Zoubir à Casablanca, Boukalef à Tanger, Gorogo, Zoutia, Selouane à Nador, ou encore à la fac à Oujda, les migrants créent des mondes nouveaux. Une société parallèle vivant entre eux, non pas entre eux, tous les migrants d'origine subsaharienne, mais entre eux, dans les communautés, entre eux plutôt, les nationalités entre elles. Les Camerounais avec les Camerounais, de nuit, ils sont dans les maisons-bars, communément appelées les Nganda, à boire entre eux. Quand ils ne vont pas plus loin dans les bois de nuit des migrants dirigés à Rabat par les Camerounais, je parle du Harols, à Casablanca au Bao, bien que le partage de secrets de leurs produits économiques d'un autre genre, qui donne un rapprochement entre les Ivoiriens et les Guinéens, toujours est-il qu'ils sont dans une circonférence qui ne va pas plus loin que leur quartier, qui crée un triangle isocèle dans le cas de Rabat. À Rabat, nous allons parler un peu spécifiquement de la communauté camerounaise. Ici, vous allez trouver des Camerounais qui vivent à Douakora. Ils ont un triangle qu'ils ont tracé entre Douakora, G3, G5 et Akari. Chaque semaine, il va d'une maison à une autre, on prend des nouvelles, on fricote, on parle des affaires, on se rassure en faisant entendre à son frère, nous allons faire mal dans ce pays. Parfois, 10 ans sans succès à attendre à faire mal. On est incapable de changer de vision. D'ailleurs, on est devenu un sage. La preuve, bon nombre n'ont même pas osé faire le déplacement pour avoir le cas de séjour sur le prétexte on connaît ces pays, rien ne peut changer. Résultat, un homme impressionnant et sans papier, on constate que depuis des années, beaucoup n'ont pas quitté Rabat, Casablanca ou Fès. Ils sont figés sur le même endroit, avec le même projet, partir en Europe. Franchement, pourquoi y aller faire si tu n'es pas déjà capable de profiter du Maroc? Cloisonné dans ton univers, tu crois que c'est en Europe que tu pourras tirer profit. Jeune, sans formation, pointu, tu espères te marier avec une Européenne. Pourtant, à Rabat et à Casablanca, seulement, il y a à peu près 80 000 Français, parmi lesquels on peut imaginer qu'il y a au moins 30 000 Françaises. Alors, si tu ne peux pas draguer une Française à Rabat, c'est pas à Paris que tu vas draguer une Française qui est chez elle et dans le confort et la sécurité de son pays. Arrêtez de sillonner les rues, chers frères. Décidez-vous à aller travailler. Changez de vision, arrêtez de courir avec ce projet derrière des projets qui ne portent pas de fruits. Décidons-nous à profiter de ce projet, de ce programme d'intégration que nous a gracieusement offert le roi, Sa Majesté Mohamed VI. Ce n'est qu'ainsi que je crois, nous pourrons nous intégrer au Maroc. حيت القارة الإفريقية كتجمعنا كولتور موزايك حتى هي كتجمعنا. Voilà, chers auditeurs, effectivement, on est de retour sur le plateau de Migration. Aujourd'hui, on va partager effectivement sur le deuxième sujet, qui est cette question de la communautarisation des migrants subsahariens au Maroc. Monsieur Justin, vous avez entendu cette idée directe. Quel est votre avis à chaud? Déjà, si je dirais que c'est quand même vrai, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand un migrant est exposé à certaines situations, voilà, de difficultés énormes, voilà, il est poussé à faire de n'importe quoi, voilà, comme vous l'avez bien cité, voilà, des bars, voilà, se donner l'espoir. En allant peut-être, je sais pas, voir s'il y a possibilité d'avoir déjà une européenne. Tout à fait, effectivement, comme vous dites. Et parfois même des promesses tous les jours, effectivement, affaire, on attend des affaires, ça fait 10 ans on attend des affaires. Bon, vous savez aussi qu'on ne peut pas en vouloir aussi ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, quand on est migrant, ou bien quand on se dit on est en aventure, on est dans la débrouillardise. Oui. Ça veut dire que tous les moyens sont bons pour réussir en fait. Pour réussir en fait, comme un proverbe dit, tout chemin mène à Rome. Tout à fait. Voilà, donc c'est la politique donc appliquée par beaucoup de migrants, voilà, que nous sommes, voilà, pour pouvoir atteindre certains objectifs. Voilà. Tout à fait, ok. Alors, Monsieur Désiré, votre avis à chaud sur cette direct? Qu'est-ce que vous pensez de cette direct, effectivement?
Bon, déjà, moi, je voudrais intervenir concernant sur les migrants. Vous savez, quand un migrant va quitter son pays et de sa famille, il est plus pour un leader. Ouais. Ça veut dire qu'il a des défis. Tout à et fait. Il doit réussir. Tout à fait. Alors, il doit tout faire pour qu'il réussisse. Alors, donc, moi, je pense qu'à ce niveau, quand un migrant arrive au Maroc, il a un espoir, il vit avec un espoir, bien qu'il vive parfois dans des conditions difficiles, avec le stress, avec tout ce qui vit autour de lui. J'ai suivi tout à l'heure, vous avez dit tantôt qu'il y a certains qui vivent dans des quartiers, ils passent de maison en maison. Bon, il vit toujours dans l'espoir. Alors, il doit tout faire pour réussir. Donc, je pense que moi, je ne peux pas l'en vouloir. C'est un défi et nous sommes là pour... on ne peut que rester regarder cela. Ok, très bien. Monsieur Justin, quand même, ces migrants, on les voit dans l'eau, effectivement, dans des quartiers. Ils vivent entre eux. Ils font des choses. Ils ne vont que dans des bars des Camerounais. Pourtant, il y a des milliers de bars des Marocains aussi. Ils vont dans des boîtes de nuit, que des subsahariens. Ils vivent, en fait, ils vont dans les Nganda, comme on dit communément. C'est-à-dire que les gens vivent entre eux. Est-ce que c'est comme ça, en fait? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir, en fait? Déjà, il faut savoir que bon, chacun a sa conception de voir la réussite, en fait. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, il faut savoir que déjà, nous sommes, si on prend le cas peut-être du Maroc, nous sommes dans un pays qui vit un système qui est assez différent de certains systèmes de pays africains, subsahariens. Bon, disons, si on prend le cas du Cameroun, voilà. Donc, déjà, quand vous dites les Camerounais, voilà, les migrants, ils se retrouvent dans des bars, dans des Nganda, où ils se retrouvent ensemble. En fait, c'est parce que déjà, il faut savoir que le pays ne les permet pas aussi, de pouvoir aussi communément se retrouver avec Les Marocains? des Marocains. Non, mais est-ce que tu connais une boîte de nuit, par exemple, je sais pas laquelle, il y en a plein partout là, dans laquelle, où peut-être les Européens vont, ou peut-être les Marocains vont, mais dans laquelle on interdit aux Noirs d'entrer? Non, non du tout. Alors, mais pourquoi les Noirs n'y vont pas? Je pense que, comme on dit, voilà. Si les Noirs n'y vont pas, c'est peut-être parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise là-bas. Parce qu'il y a certaines boîtes, voilà, comme je dirais, bon, vous peut-être, vous pouvez avoir une préférence sur une boîte qu'une autre. Tout à fait, oui. Voilà. Et c'est de la manière comment est gérée peut-être cette boîte qui peut vous intéresser à toujours y aller. Tout à fait. Et je pense que c'est en fait ça ce qui se passe dans la communauté subsaharienne. Oui. Voilà. Peut-être dans les Nganda, comme vous le dites, il y a quelque chose de très particulier qui fait que ça n'attire que cette communauté et pas peut-être dans les autres boîtes, peut-être de Marocains. Oui. Voilà. Donc, c'est peut-être cela. Tout à fait. Voilà. Alors, monsieur Désir, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, quel est votre avis, effectivement, sur le sujet? En fait, moi, je voudrais dire qu'à ce niveau, il y a de bons problèmes de moyens. Oui. Parce que vous avez dit tantôt, un subsaharien ne peut pas se retrouver dans une boîte où il y a des Marocains, des Européens. C'est d'abord un problème de moyens. Oui. Alors, si vous vous retrouvez dans une boîte où on paye une canette de bière à 200 dirhams, une bouteille de whisky à 3000 dirhams, alors que vous pouvez vous retrouver dans un Ganda où vous achetez votre bouteille de whisky à la maison et boire avec vos Non, amis. mais quand vous êtes dans un Ghana, c'est pas votre maison, en fait. C'est votre bar. Donc, Dieu, c'est le bar de la communauté. Oui. Bon, alors, mais moi, je veux savoir quand même, parce que ce qui est sûr, quand on prend, par exemple, les chiffres, par exemple, d'une boîte de nuit, sans faire la publicité, par exemple, à Harold, une bouteille là-bas, c'est 1000 dirhams, 800, 1000 dirhams. Mais pourtant, quand vous allez je prends, par exemple, le cas d'un bar qui est tout juste à côté, c'est Agdal, là-bas, la bouteille, c'est 250 dirhams. 300 dirhams maximum. Alors du coup, mais les Blacks vont payer 1000 dirhams à Harold et ils fuient ici où il y a les Marocains, il y a des étrangers, juste parce qu'ils veulent être entre eux. Et est-ce que le fait d'être entre eux n'est pas contre-productif en fait? Parce que si tu pars de chez toi, que tu pars du cas, je prends un exemple, tu pars par exemple du Cameroun, où tu as laissé les Camerounais, et tu viens au Maroc, tu vis parmi les Camerounais, avec les Camerounais, c'est notre Cameroun que tu crées au Maroc, ce n'est pas ça, ou bien c'est pas ça? Oui, à ce niveau, moi je voulais dire, quand vous partez dans votre pays, moi j'ai toujours dénoncé cela, que vivre en communautarisation, c'est pas du tout normal. Tout à Parce fait. que quand on sort d'un pays,
on va dans un autre pays. La première des choses, on est là d'abord pour apprendre. Tout à fait. Alors, il faut rencontrer des gens de différentes cultures, Oui. de différentes races. Oui. C'est à partir de là que vous allez apprendre, vous allez découvrir beaucoup d'autres choses. Quand vous vivez entre vous, vraiment, vous ne pouvez pas y avancer. Oui. Alors, vous avez dit tantôt que certains subsahariens, ils vont dépenser, ils vont au Haro, ils achètent des bouteilles de whisky qui coûtent plus cher que dans des cabarets où on rencontre des Marocains. Certains se disent que quand ils sont au Haro, ils sont habitués à écouter la musique africaine, comme eux-mêmes ils le disent, la musique ivoirienne, congolaise, camerounaise. Donc, avec cette ambiance, ils sont habitués avec. Or, ça n'est des avantages pas du tout. Tout à fait, du tout des Parce avantages que pas. là, ils vivent toujours comme s'ils étaient dans leur pays. Ils sont dans leur pays, Ils sont dans leur pays. Oui. Et à un moment donné, ils vivent avec cet esprit, ça reste toujours dans eux. Oui. Et là, ils ne peuvent pas avancer du tout. Tout à fait, ok, d'accord. Alors, monsieur Justin, en voyant effectivement le cas aujourd'hui, on est dans un autre contexte où on est en train de parler d'intégration au Maroc. Est-ce que vous ne croyez pas que la communautarisation, effectivement, est un danger contre l'intégration? Oui, c'est vraiment un vrai danger parce que quand on parle d'intégration, on parle de mélange aussi de culture, de race et de pensée. Voilà, oui, c'est un danger, mais il faut savoir que ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que voyons que le Maroc, c'est tout récemment que le Maroc est en train de s'ouvrir réellement à la culture africaine, voilà. Parce que si on est aujourd'hui dans cette radio, il y a de cela 10 ans ou bien 6 ans, ça ne pouvait pas exister. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle de la culture marocaine, de la culture subsaharienne. Donc on est en train de passer à une autre étape dans l'évolution des choses. Donc si aujourd'hui il y a, si on parle que aujourd'hui des subsahariens préfèrent rester entre eux, voilà, au lieu de sortir, peut-être aller voir ailleurs où il y aura des Marocains ou bien des autres personnes de différentes nationalités, voilà, Afrique du Nord ou bien européenne. C'est en fait parce que il y a aussi une question d'ouverture d'esprit. Oui. Voilà. Certains subsahariens aujourd'hui n'ont pas encore cette ouverture d'esprit, à savoir qu'il y a une boîte ici à Agdal où peut-être la bière est moins chère qu'au Harols. Oui. Parce que le Harols a une très longue histoire dans le monde de l'ambiance ici à Rabat. Ce qui fait que, généralement, vous savez que ici, dans ce pays, ici au Maroc, les choses entre subsahariens ne s'apprennent que de bouche à oreille. Oui. Voilà. Si j'ai trouvé un bon coin quelque part, je serais prêt à aller voir mon ami et dire que c'est bon là-bas. Hein. Voilà. Donc, il faut qu'on y aille. On y aille, oui. Voilà. Et lui, il va pas regarder ailleurs pour voir que peut-être dans un autre coin, ça peut être encore mieux que là. Parce que c'est moi qui lui ai guidé vers là-bas. Oui. Et il ira. Oui. Donc, je pense que c'est un problème d'ouverture d'esprit. Oui. Mais aujourd'hui, il y a des boîtes, comme vous dites, il y a des boîtes ou des boîtes marocaines où Oui. on voit des Africains Qui commencent à y aller. Qui commencent déjà à y aller. Oui. Qui ne vont plus trop à Rolls. Toujours systématiquement. Ben, C'est là, chaque samedi, c'est là-bas. Comme moi. Bon, il faut faire la publicité. C'est plutôt ce qui serait bien plutôt, serait que on voit également des Marocains aller massivement à Rolls. Ben, Pour qu'il y ait vraiment, pour qu'il ils y vont. Ils y vont, mais quand on voit les photos, quand même, c'est quelques 2 Marocains sur 50 blacks. Donc, du coup, ce serait bien qu'il y ait un maximum. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un mélange. Parce que si, effectivement, à un moment donné, les Marocains restent entre eux et les migrants restent entre eux, Monsieur Désiré, quand même, je pense qu'on va créer, ce sera effectivement des Côte d'Ivoire à Takadoum, des Bamako, Youssoufia. Est-ce que ce n'est pas assez dangereux quand même? Oui, tout à fait, c'est assez dangereux. Mais moi, je voudrais vous raconter une histoire. Je me rappelle il y a cela quelques temps. Je suis allé dans une boîte à Casablanca où j'étais le seul black, comme on l'appelle généralement. J'étais le seul black. Il y avait des Marocains. Mais j'étais impressionné parce que quand je suis entré, au niveau de l'entrée, j'ai trouvé des gardiens. Ils étaient accueillants. Et dans la salle, comme j'étais le seul black, tous les yeux étaient vers moi. Des gens, des Marocains, des Européens qui étaient dans la salle, ils étaient très contents. Et moi, j'ai été très ému pour ça. Et quand je suis rentré, j'ai dit à mes amis que, mais les gars, tenez, il faut souvent aller dans des boîtes pareilles. Parce que aller toujours dans notre boîte, vu cette Arros, comme vous disait tantôt notre chef frère, c'est le lieu du showbiz. Ça a une histoire avec les subsahariens. Tout à fait. Oui. Donc, moi, je pense que ce problème, ça va prendre du temps. Il faut du temps. Et à travers cela, on va aussi découvrir d'autres communautés, d'autres races.
Ouais, tout à fait. Ok, alors monsieur Justin, maintenant de manière objective, votre lecture effectivement de la question de l'intégration au Maroc aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les conditions des subsahariens ont avancé? Est-ce que vous pensez que la condition des subsahariens traîne? Est-ce que vous pensez que les subsahariens ils n'ont pas accès au travail parce que c'est eux-mêmes qui ne vont pas chercher le travail? Ou bien, en fait, qu'est-ce que vous pensez de l'intégration effectivement par le travail? Bon, déjà, je veux vous rappeler que je suis déjà au Maroc depuis près de 10 ans. Oui. Donc, j'ai vu quand même ce pays évoluer, Oui. grandir. Voilà, si on parle d'intégration, c'est en bonne marche. Ouais. Voilà, l'intégration au Maroc est en très très bonne marche. Oui. Parce que si je vais dire, je prends peut-être moi mon cas personnel, je suis un produit de cette intégration. Oui. En tant que militant et en tant que citoyen. Oui. Voilà. Donc déjà, parce que déjà aujourd'hui il y a une ouverture déjà dans tous les domaines. On parle déjà de l'accès au travail des migrants, chose qui n'était pas possible il y a de cela, disons même 6-7 ans aujourd'hui, c'était même pas possible. Aujourd'hui on parle déjà des contrats qui doivent être procurés à tous les migrants travailleurs. Voilà, donc je pense que c'est un processus qui va prendre un peu du temps, mais c'est en marche. Oui. C'est en marche. Mais il faudrait déjà aussi de la volonté de la part de la communauté subsaharienne. Parce que la volonté de la part des autorités marocaines est déjà là. Oui. Il y a cette volonté. Maintenant, il faudra aussi cette volonté de la part de la communauté subsaharienne. Oui. Donc de mettre aussi la main à la pâte. C'est-à-dire, voilà, donc ne pas rester dans l'oisiveté, voilà. Allez chercher. Faut chercher. Oui, tout à fait. Mais parce qu'il faut quand même rappeler que vous-même vous êtes venu comme migrant, vous travaillez au Maroc effectivement. Ben justement, je suis arrivé au Maroc comme migrant, voilà, et aujourd'hui je travaille, voilà, j'ai mes contrats, je boulot pas aujourd'hui sans contrat, voilà, j'ai une vie, voilà, donc pour dire que aujourd'hui le Maroc c'est une terre d'avenir. Voilà, il faut déjà le croire parce que si on voit aujourd'hui des Européens qui quittent l'Europe pour venir se chercher au Maroc, eh ben, nous étant donc Maroc qui est en plus en Afrique, nous étant africains, ben, qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi nous battre aussi pour avoir notre place parce que c'est d'abord notre territoire. On est en Afrique d'abord là. Tout à fait, ouais. Voilà, nous devons d'abord nous battre parce que les Européens quittent l'Europe où nous voulons aller, qui viennent se chercher au Maroc, avoir des postes ici, or que réellement, nous, on a des expertises, on a vraiment du savoir-faire et beaucoup de choses, de l'intelligence. Nous pouvons aussi nous implanter. Voilà, déjà, on voit déjà beaucoup d'Africains ou bien subsahariens qui sont déjà implantés, qui vivent stablement dans ce pays, grâce déjà à la procédure de régularisation qui s'est passée il y a de cela 2 ans et qui continue encore, parce qu'on est encore en procédure de recours. Qui continue toujours. Oui. Voilà, donc qui a permis à beaucoup de migrants aujourd'hui d'avoir une situation stable. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit ceux qui se débrouillent, parce qu'il y a aussi des débrouillards. On peut pas dire qu'on est tous casés, parce Tout à fait. d'une manière ou d'une autre, on se débrouille. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et qui se battent aujourd'hui librement dans ce pays, Oui. qui n'était pas possible. Il y a de ça 10 ans, parce que moi, je sais ce que je dis. Oui. Voilà, donc je pense que l'intégration est en très très bonne marge et que des deux parties, nous devons vraiment mettre la main dans la pâte pour que ça puisse avancer. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Désiré, l'intégration, on vous a vu effectivement travailler dans le cadre de votre association sur l'identité africaine. Vous avez beaucoup travaillé effectivement sur la question de l'accompagnement psychologique des migrants à travers l'histoire. Quel était effectivement votre but dans ce projet? Déjà, dans ce projet, vous savez, nous tous nous savons, le migrant vit dans un état de stress. Oui. Alors nous avons pensé que pour que le migrant s'ouvre à lui-même, la première des choses, il fallait qu'il sorte de cet état. Oui. Alors il était donc nécessaire qu'on avait des migrants. On a dit, bon, écoutez, chers frères, ne restons pas toujours cernés dans les 4 murs dans la maison. Il faut sortir. Il faut sortir. Pour sortir, il faut sortir. Il ne faut pas rester stressé dans la maison. Oui. Et c'est pour cela que je vous ai dit, c'est pour cela que vous allez voir, il y a des migrants qui sont tous victimes des malades parce qu'ils vivent dans le stress. Alors, notre association, nous avons réfléchi sur ce projet qu'il faut
les faire sortir des maisons. Oui. Avant d'avoir de les faire sortir de maison, il faut d'abord enlever l'esprit de stress. En fait, une forme d'accompagnement dans le, comment on appelle ça, un peu du coaching, effectivement pour décesser les gens, mais à travers l'histoire africaine, en fait, à travers l'histoire des grands penseurs africains. Oui, l'histoire des grands penseurs africains qui nous tient déjà d'ailleurs à cœur. Oui. Parce que aujourd'hui, quand nous regardons l'histoire de l'Afrique, il n'y a pas de mal des gens qui ont œuvré, qui ont beaucoup travaillé pour que l'Afrique devienne ce qu'elle est. Oui. Alors, nous avons pensé que nous, la nouvelle génération, il est temps qu'on rentre en arrière. Oui. Non pas seulement rentrer en arrière, mais regarder vers l'avant. Oui. Oui, rentrer en arrière, c'est ce qui veut dire rentrer dans l'histoire, dans l'histoire effectivement pour pouvoir puiser suffisamment d'éléments pour se projeter dans l'avenir. Ah, effectivement. Et là, même, je tiens à vous rappeler, nous avons passé des séances, il y a ça des éléments, nous avons parlé des grands penseurs, des grands personnages qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Oui. Et là, maintenant, le mois prochain, nous avons encore un projet de parler une grande personnalité qui a marqué l'histoire de l'Afrique. Oui. Je pense que vous serez l'invité ce jour. Ok, ce sera avec un plaisir que nous viendrons effectivement. Alors, Monsieur Justin, tout à l'heure, on était en train de parler effectivement de la crise au sein du Conseil des migrants. On a eu à un moment donné la version du président, mais vous ne semblez pas convaincu de cette version. Non, mais puisque je le connais très bien, oui, parce que je travaille avec lui au moins depuis 3 ans, oui, je sais que ça n'est que de la pure manipulation. C'est pour cela que je dis, bon, on n'est pas dans un combat de coq ici. Oui. Voilà, on est là pour élucider les faits. Tout à fait, oui. Et vous avez vu lors de son intervention, j'ai en maintes fois cité son nom, il n'a pas pu retorquer me concernant. Tout à fait, effectivement, ça c'est clair. Ce qui veut dire que quelque part, il sait que moi je suis une personnalité qui est pure, claire dans ce que je dis. Tout à fait. Voilà, Par exemple, la vérité, c'est que sur l'article de presse qui a été écrit et sur la gestion associative, effectivement, il est clair qu'il n'a pas voulu répondre dessus, en fait. Il peut pas répondre parce que son mandat a été entaché rien que de fraude, de manipulation et d'usurpation. Oui. Voilà, et ça c'est très clair. Voilà, parce que vous étiez, j'ai eu à parler. Donc, s'il avait quelque chose à dire, il pouvait le dire. Il est juste venu pour le problème d'invitation. Oui. Et moi, je vais juste rappeler que, voilà. Déjà, il faut déjà savoir que, 2 ans de mandat, aujourd'hui, moi étant trésorier, voilà, j'ai passé 2 ans de mandat à pouvoir combattre contre les irrégularités, voilà, les irrégularités, la non-transparence de cette association aujourd'hui, voilà, qu'il juge, parce que lui, il est arrivé pour s'attaquer à quelqu'un qui n'est pas de plateau. Tout à fait, oui. Normalement, c'est à moi qui devait s'attaquer, non à Serge Nguema. D'ailleurs, c'est pourquoi on n'a pas fait de commentaire dessus, en fait. Voilà, justement, il s'est attaqué à une personne qui n'est pas sur le plateau. Tout à fait, oui. Or que moi, je suis là, je suis en train de m'attaquer à lui. Il n'a pas su quoi me répondre, parce qu'il n'avait rien sur moi. Tout à fait. Voilà, et consciencieusement, il sait bien que tout ce que je dis est très vrai. Ok, alors, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais la différence que je veux savoir, alors, maintenant, aujourd'hui, qu'à un moment donné, sur la question de la gestion associative, il y a quand même quelques petits soucis. Quelle est votre vision pour quand même ramener à un moment donné l'ordre dans la gestion associative de votre association? D'accord. Déjà, concernant le Conseil des migrants, sachant que c'est la mère des associations aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, tout au début, la gestion du Conseil des migrants des années peut-être 2004, 2005 ne peut plus être comme ces années d'aujourd'hui. Oui. Voilà, il faut avoir une certaine alternance. Ce qui veut dire que aujourd'hui, le Conseil des migrants doit être transparent. Les attributions doivent être respectées. Tout à fait, parce qu'il y a un statut qui est clair. Il y a un statut qui est clair. Et je rappelle que ce statut a été amendé par tous les membres du Conseil des migrants, signé par le président, parce que c'est lui-même qui avait élaboré même ce statut. Oui. Voilà, pour que ça puisse lui avantager. Parce que, pour la petite histoire, le Conseil des migrants, généralement, les mandats, c'était pour 1 an. Oui. Depuis sa création. Oui. Mais vu que Constantin Ibanda-Moula est monté au pouvoir, ne voulant pas quitter le pouvoir, après 1 an de mandat, voire une année. Oui, il en a fait 2 ans. Il a fait une proposition d'assemblée de 2 ans, parce que c'est pas lui qui a décidé quand même. Il n'a pas fait une proposition. La petite histoire, voilà, comme je parle toujours de manipulation. Oui. La petite histoire,
Quand l'année 2014 était finie, voilà, où le bureau devait se renouveler, on devait passer aux élections. On a organisé une réunion pour mettre une commission de transition pour préparer les prochaines élections. Le président sortant, ce même jour où cette réunion devait se passer, il a fait état d'un deuil. D'accord. Oui, il a fait état d'un deuil que son papa venait de mourir au pays. Ça a surpris tout le monde, ça a bousculé tout le monde. Voilà, on a été vraiment accablés vraiment à cela. Donc on a eu à reporter cette réunion parce que vraiment notre président venait de perdre son papa. Oui. Voilà, ça nous a vraiment touchés. On a eu même à faire une quête pour aller chez lui et tout, à vraiment apporter des condoléances. Et on a eu à faire la quête. Maintenant, arrivé chez lui, une semaine, je crois 2 ou 3 jours après, on a envoyé une commission pour lui remettre les dons, vraiment, pour souhaiter vraiment les condoléances. Et je me rappelle même bien que si vous êtes sur Forum Migrant, les messages sont passés. Il y a eu des condoléances de la part de nos partenaires, des acteurs associatifs. Eh ben, le jour J, quand on arrive chez lui, eh ben, on se retrouve avec une autre version. La version duquel que non, le papa n'est pas mort, il était plutôt dans le coma. Ah ben dis donc, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc, vous comprenez, c'est bien après qu'on a compris que c'était juste une manipulation pour ne pas aller aux élections. D'accord. Et je ne vous raconte pas plein d'autres choses qui se sont passées. Oui. Et après cela, 2 semaines après, on se retrouvait que notre statut juridique se retrouvait déjà dans les bureaux du CNDH pour être modifié. D'accord, votre statut d'association. Oui, le statut de l'association qu'on avait élaboré auparavant, se retrouvait dans le bureau du CNDH pour être modifié. Oui. Et une semaine après, on se retrouvait avec un nouveau statut qui mentionnait maintenant 2 ans de mandat au lieu d'un an de mandat. D'accord, ce n'était pas en Assemblée générale que ça a été décidé 2 ans. Ce statut a été fait au CNDH et nous a été rapporté à l'Assemblée générale pour validation. Oui. Voilà, donc, et vu les faits, et puisqu'il y avait des programmes, comme je dis, des projets en cours, et pour éviter vraiment l'amalgame et vraiment des situations désastreuses au Conseil, nous l'avons accepté et validé. Et je vous rappelle que si aujourd'hui beaucoup de membres ont quitté le Conseil des migrants, je vais prendre à l'instar peut-être de M. Baldé, qui est secrétaire adjoint de l'ODT aujourd'hui. Oui. C'est surtout par la mauvaise gestion de la présidence. Oui. Il a combattu farouchement à mes côtés, mais à un moment donné, il a vu mieux de partir officieusement, pas officiellement. Oui. De cela. Donc, c'est pour juger et dire qu'aujourd'hui, si vraiment le Conseil des migrants veut aller de l'avant, vraiment, dans la transparence, le respect des statuts, le respect du règlement. Parce que c'est la seule chose qui nous amène aujourd'hui à ce conflit. Vous avez tout juste entendu, quand il partait, il a dit la coalition. Je ne sais pas si on est en train de créer 2 conseils des migrants ou on est en train de se battre pour un conseil des migrants uni. Tout à fait. Parce que là, tout à l'heure, je me réveillais le matin, j'ai eu un appel d'une collègue, d'une camarade qui me disait le président a organisé une réunion aujourd'hui à 14h. Et nous, on n'a pas été conviés parce que nos emails ont été supprimés du mailing list. Ah, ce qui veut dire que... Et qu'est-ce que le statut prévoit effectivement quand on décide d'enlever quelqu'un du Conseil des migrants? Le statut, je pense qu'il y a quand même une procédure. Mais là, une personne comme ça décide de vous enlever sans... C'est l'Assemblée générale qui doit décider de l'exclusion d'un membre. Voilà, mais là, on exclut quand même un nombre de personnes. La moitié des membres comme ça. Voilà, quasiment près de 6 personnes qu'on a exclues carrément parce que ce soit, disons, des rebelles au système. Vous voyez? Et voilà, donc, si on va donc le dire, pour dire vrai, voilà, donc, c'est ça, cette mauvaise gestion. Et si on va encore prendre un exemple, aujourd'hui, on est dans un bureau. Parce qu'on a le bureau exécutif qui est de 4 membres, c'est-à-dire président, vice-président, secrétaire et le trésorier. Voilà. Aujourd'hui, le président a fait un voyage. Oui. Parce qu'il a fait un voyage récemment au Liban. Voilà. Or que nous étions en pleine crise. Oui. Pleine crise. Il a décidé délibérément de faire ce voyage sans consulter l'Assemblée générale, le bureau sortant, parce que c'est un bureau sortant, il est parti,
Et après, on apprend qu'il a eu du financement de la part du FOUMAS pour ce voyage Oui, et du GADEM oui. pour des flyers, sans consulter le Le bureau, bureau, oui, et l'Assemblée générale. oui. Déjà, le statut, si on part se référer au statut qui n'est jamais respecté, l'incrimine, Tout à fait. normalement. Parce que toute décision d'un membre concernant les fonds ou bien la gestion du conseil immigrant doit être Dans se référer au statut. au statut et à l'Assemblée générale qui doit juger de l'importance de cette demande. Oh non, tout à fait. Ouais, voilà. Effectivement, moi je pense donc alors qu'effectivement cette bataille du Conseil des migrants, c'est aussi une bataille statutaire. C'est peut-être même que c'est le cœur même de la bataille aujourd'hui. Ouais. La question effectivement du respect des statuts, la question du respect des règlements. Ouais. Cette question effectivement où à un moment donné qui amène à croire effectivement à une gestion monocamérale. Bah ouais. Donc peut-être c'est là qu'il faudrait creuser. Mais nous avons effectivement eu l'opportunité d'avoir Monsieur Constantin Ebanda ici. Peut-être une prochaine fois effectivement vous serez encore invité et cette fois-là peut-être pour parler exclusivement de la gestion associative au sein du Conseil des migrants. Et alors peut-être les membres qui effectivement à un moment donné se seraient peut-être exclus comme peut-être Baldé et même peuvent être invités. Monsieur Serge Nguemo, peut-être effectivement pour faire un panel assez consistant quand même. Ouais, Et donc c'est un peu ça. Donc je pense qu'on est arrivé au terme de notre émission. Monsieur Désiré, un dernier mot avant qu'on ne se quitte. Ah oui, merci de m'avoir invité à ce plateau. Oui, quand même là. Et prochainement, quand même, vous avez des projets d'avenir. Vous pouvez nous en parler dans votre association. Oui, effectivement, nous avons des projets d'avenir pour notre association, mon frère. Oui. Nous œuvrons beaucoup pour notre association pour qu'elle aille en avant. Un en avant, d'accord. Très bien, merci. Oui, alors, monsieur Justin, un dernier mot. Oui, déjà je remercie Culture Mosaïque, oui. voilà, pour cette invitation, pour un certain éclaircissement sur certaines choses. Oui. Même comme je suis encore dans ma faim. Oui, tout à fait. Je pense que vous serez encore invité à nouveau la prochaine fois, vous invitera, ouais. Dans ma faim et je souhaiterais juste que vraiment que la lumière soit faite vraiment totalement sur la gestion effectivement sur la gestion du Conseil des migrants et je serai toujours prêt à revenir pour toujours témoigner Okay. et à donner une certaine visibilité dans ce qui est notre association et l'association mère des conseils des migrants.